Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ceux qui ont fait le déplacement ici à la Cité des Sciences. Bienvenue aussi à vous qui êtes derrière votre écran sur YouTube. La prochaine fois, n'hésitez pas à venir. Comme ça, vous pouvez poser des questions aux intervenants. Le principe de cette conférence entretien, c'est que nous allons discuter avec Jean-Pierre Bibring et puis ensuite vous pourrez bien sûr poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc cette semaine, dans le cadre du cycle La vie selon, nous recevons donc Jean-Pierre Bibring, astrophysicien, chercheur à l'Institut d'astrophysique spatiale, Université Paris-Saclay. Vous avez participé à de nombreuses missions spatiales, les dernières notamment autour ou sur Mars. Dans Mars Express, par exemple, vous étiez le responsable de l'instrument Oméga, un spectromètre qui a permis de revoir des points fondamentaux de la géologie de la planète rouge. Philae, Et qui tourne toujours. Et qui tourne toujours. Mars Express marche toujours, en effet. Philae, le petit robot explorateur de la comète Churyumov-Gerasimenko, c'était vous aussi. Et puis, on parlera peut-être d'ExoMars, la dernière mission pour laquelle vous bataillez pour essayer de sauver ce qui peut l'être, puisque l'invasion russe en Ukraine a décalé le lancement de cette mission européenne à destination de Mars. Alors, un astrophysicien qui s'intéresse à la vie, c'est presque un pléonasme. Aujourd'hui, on entend beaucoup de jeunes chercheurs dire que voilà, ça les motive. D'ailleurs, c'est aussi le motto de la NASA, qui presque pour toutes les missions nous explique que ce que l'on va chercher en explorant notre système solaire, c'est la vie ailleurs. Avant de commencer et de discuter de votre définition de la vie, je voulais vous poser une question plus personnelle. Quand vous avez démarré dans le métier de l'astrophysique, est-ce qu'il y a eu des modèles, des astrophysiciens? Je pense notamment aux pionniers qui ont défendu la recherche de l'intelligence ou de la vie, pardonnez-moi, extraterrestre, Carl Sagan ou Frank Drake qui vient de mourir. Est-ce que ces gens-là vous ont inspiré ou est-ce que c'est autre chose qui vous a mis sur la voie de l'astrophysique? Bonjour d'abord, merci beaucoup à la Villette de nous permettre d'être ici. Très honnêtement, quand j'ai commencé à faire de l'astro, ce qui remonte un certain temps, c'était au moment où on commençait à avoir des échantillons lunaires qui nous revenaient de la mission Apollo. C'est pas du tout les questions du vivant qui me posaient problème, mais je pense que ça posait problème à personne parce que à cette époque-là, qui n'est pas de la préhistoire, mais qui remonte à quelques décennies quand même, l'idée selon laquelle la vie est répartie d'une manière assez large dans l'univers était de loin une idée dominante. On ne se posait même pas la question. On ne mettait pas en cause le fait qu'il puisse y avoir de la vie ailleurs. Pourquoi? Parce que on ne savait pas encore qu'il y avait des exoplanètes. C'est venu à quelques années plus tard, mais on se doutait bien qu'il y avait beaucoup de planètes et que voilà. Le dogme de l'époque, c'était de dire il y a des milliards de galaxies, des milliards d'étoiles, donc oui, mais la probabilité, elle existe. Pour ceux qui, oui, peut-être pour ceux qui réfléchissaient à le justifier, ça pouvait être ça. En général, c'était ça. Puis il y avait même un réflexe d'humilité. Comment est-ce qu'on peut penser être seul? Et voilà. Mais c'est surtout que c'était un dogme qui s'est construit historiquement, en tout cas dans nos sociétés, je vais dire, parce que disent qu'il y a de la vie ailleurs, de même que d'ailleurs, il n'y a aucune observation qui dise le contraire. La question de savoir s'il y a de la vie ailleurs, elle n'est pas d'ordre scientifique encore, elle est vraiment d'ordre dogmatique. On se le dit sans avoir besoin de le valider. Et donc, au début de votre carrière, vous acceptiez le dogme, comme les autres, en somme. Oui, et puis aujourd'hui... Je le mets en cause, pas mal, oui. Si vous voulez, souvent, quand on accepte des dogmes, on ne sait même pas qu'on les accepte. On a des modes de pensée aujourd'hui sur un tas de choses. Chacun pense quelque chose de ce que c'est que l'évolution, qu'il y a des lois, la loi du marché, la loi de je sais pas quoi. C'est difficile de mettre en question tant qu'on n'a pas eu une bonne raison de mettre en question des dogmes. Eh bien, le dogme qu'on a appelé de la pluralité des mondes, c'est-à-dire qu'il y a d'autres mondes comme le nôtre, qui veut dire des mondes habités, qui effectivement a été proposé dans l'Antiquité. On cite toujours, j'aime pas trop d'ailleurs citer une personne avec une idée, parce que d'abord, c'est très... ça limite un peu la portée de ce que ces gens disent. Et puis eux-mêmes, ils étaient dans des écoles avec des gens qui probablement pensaient déjà la même chose ou l'autre avant. Mais bref, celui qu'on met en relief toujours, c'est Épicure qui a écrit des lettres à fameux Hérodote, qui n'est pas le Hérodote l'historien, c'était un de ses disciples qui s'appelait Hérodote. Il a écrit 2 petites lettres et je conseille à tout le monde de lire ces petits textes parce que ça, dans la collection Librio qu'on trouve dans toutes les bonnes gares. C'est des petits textes de 15 pages. Et il dit cette chose absolument incroyable. Épicure a dit incroyablement des choses incroyables, mais il dit ça: je pense que l'univers est infini. Déjà, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'à l'œil nu, on voit 1500, 2000 étoiles lorsque vraiment le ciel est beau. Il était toujours beau, mais en Grèce, mais quand même.
Et il dit, à partir de là, je n'en vois que 2000, mais je pense qu'il est infini. Il n'y a pas de limite, alors qu'il n'y avait aucun moyen de mesurer les distances. Vous savez bien qu'après, on a même proposé qu'elles soient toutes à la même distance, la fameuse sphère des étoiles. Lui, il a pensé que c'était infini. Et il dit cette chose presque triviale, si le monde est infini, il y a forcément un nombre infini de mondes comme le nôtre. Et d'ailleurs, il rajoutait quasiment dans la même phrase, et un nombre infini de mondes différents. Belle définition de l'infini, quelque part. Eh bien, cette idée-là a été assez rapidement arrêtée, en Grèce d'ailleurs, d'une part, et puis ensuite avec les monothéismes, puisque la Terre a été créée, centrale, immobile et unique. Donc, il a fallu un millénaire et demi pour que ce dogme qui coïncidait en plus avec un ressenti, quand vous dites que la Terre est centrale et immobile, ben, quand vous regardez le ciel le soir ou même de jour, vous voyez que le soleil tourne autour, le soir, vous voyez les étoiles qui tournent, et nous on bouge pas, vous ne sentez pas le mouvement. Donc le fait qu'on voit tout autour de nous et que nous on ne bouge pas, ça part d'un ressenti. Il a fallu Giordano Bruno puis Galilée pour rendre compte du fait que quand vous bougez à vitesse constante, vous ne sentez pas le mouvement, et c'est ça qu'on appelle l'inertie. Et donc la pluralité des mondes, ce dogme d'Épicure, vous diriez que c'est à partir de Galilée et Giordano Bruno qu'il est remis en cause ou qu'il vacille ou qu'il... C'est vraiment Giordano Bruno, le premier, dont on parle peu d'ailleurs, parce qu'il était tellement ésotérique, c'était un homme entier, on ne peut pas le prendre comme une seule personne quasiment, mais c'est lui le premier qui reprend l'idée de l'infini. Sans d'ailleurs, il ne se considérait pas comme un scientifique, et il disait toujours on ne pourra jamais démontrer ce que je suis en train de dire. Mais moi, je considère qu'il n'y a pas de limite. Il n'avait aucun moyen de savoir que les étoiles n'étaient pas à la même distance que tout le monde proposait. Il dit non. Et on lui disait mais Dieu, tu le mets où? Surtout qu'il était prêtre quand même. Donc, il est partout. Donc, s'il est partout, il est intimement dans les atomes, tout ça. Il n'a pas besoin d'avoir un espace à lui, il est partout. Donc, il n'y a pas besoin de limiter l'espace que l'on voit à la sphère de Dieu. L'univers est infini. Et disait-il, si l'univers est infini, comme Épicure, sans d'ailleurs se référer à Épicure, en tout cas moi je n'ai pas trouvé de citation d'Épicure dans les textes de Giordano Bruno, il dit la même chose, il y a forcément d'autres mondes comme le nôtre. Eh bien il a proposé ça comme une idée, et comme chacun je pense quand même sait, après avoir été excommunié, tout un tas de choses, il a été précepteur à Venise, dénoncé comme étant celui qui avait dit ça, et il y a eu 7 ans d'inquisition, 1 an à Venise et 6 ans à Rome, où on lui a demandé d'abjurer tout. Et il a été d'accord pour abjurer tout, la Vierge, tout ça. Mais une chose qu'il n'a pas voulu abjurer, c'est que l'univers est infini et qu'il y a forcément d'autres mondes que le nôtre. Et ça a été fatal, puisque c'est pour ça qu'on l'a brûlé, comme vous le savez, le 17 février 1600, sur le Campo dei Fiori à Rome. Et donc ça, c'était le début de tout un processus dans lequel on est encore, où il a fallu savoir s'il avait raison ou tort quelque part. Est-ce que c'est vrai que les mêmes choses opèrent à toutes les échelles? Et c'est ça que la physique a montré, que les mêmes lois opèrent partout. Et donc, s'il y a les mêmes causes, il y aura les mêmes effets. Et donc, l'idée qu'il y a une évolution type générique qui doit se reproduire ailleurs et que le vivant n'est pas limité à nous, mais que la même chose doit se passer ailleurs, ça a été vraiment entériné comme ça par la science elle-même et par la physique elle-même et l'astrophysique elle-même. Sauf que les missions spatiales sont venues nous apprendre des choses nouvelles et remettre, alors pour le coup, le dogme en cause. Exactement, c'est ça qui est vraiment extraordinaire, c'est que au moment où l'ère spatiale a démarré, moi j'ai atterri dans le système peu d'années après, donc c'est pour ça que je disais que c'était le truc dominant. L'idée qu'il y a de la pluralité du monde était l'idée commune de tout le monde, scientifique ou pas scientifique, on baignait là-dedans. Et il n'y avait rien qui nous permettait de dire le contraire, et après tout, où était le problème? Et quand on regarde les toutes premières missions, d'ailleurs j'ai préparé quelques images, j'en passe quelques-unes, vous allez voir comme ça, je ne sais pas si je peux, voilà. Sur les images de gauche, les deux là-bas que vous voyez, je les aime bien parce qu'elles datent de 1968. Pourquoi 1968? Parce que c'est une mission Apollo, du programme Apollo, qui a été démarré par Kennedy, comme vous savez, en 61. Il n'en a pas vu la suite, évidemment, puisqu'il a été assassiné en 62. Mais ça a continué. Et en 68, les Américains étaient prêts à aller sur la Lune, mais pas complètement. Ils n'avaient pas encore le module qui leur permettait de se poser sur la Lune. Et d'ailleurs, c'est une anecdote assez ahurissante. C'est la CIA qui a fait courir le bruit que les Russes étaient sur le point d'aller sur la Lune en 68, en décembre 68. Ils ont dit, ah non, on va pas se faire avoir sur ce coup-là. Ils ont déjà fait Spoutnik, Gagarine, tout ça. Et donc, les 3 astronautes, dont Lowell d'ailleurs, Jim Lowell,
qui devait faire un tour autour de la Terre pour tester tous les systèmes en orbite, mais pas aller sur la Lune. On leur a dit, écoutez, vous allez faire autre chose. Vous allez aller jusqu'à la Lune, faire le tour de la Lune et revenir. Vous ne pouvez pas vous poser, vu qu'ils n'avaient pas encore le module lunaire. Mais au moins, vous serez les premiers à avoir été sur la Lune, ou presque. Et ils ont fait cette photo du bas qui est absolument extraordinaire, où on voit la Terre qui se lève avec la Lune en premier plan. Mais je trouve le plus extraordinaire, c'est que sur leur chemin, ils ont fait la photo du dessus, qui est la première fois que des hommes quittaient suffisamment la Terre pour la voir ronde. Suffisamment loin. Suffisamment loin, j'ai dit autre chose. Quittaient suffisamment la Terre. Ben oui, ils ont C'est vrai aussi. quitté, oui. Mais bref, ils sont suffisamment éloignés pour la voir comme une boule qui flotte dans l'espace. Et quand vous regardez ce qu'on disait de cette image du haut, c'était exactement ça. C'est que cette image démontre ce qu'on a dit. La Terre est une planète comme les autres, une boule qui flotte dans l'espace. Il a fallu pas mal de décennies, malgré tout, pour arriver à l'image de droite, que vous reconnaissez peut-être. Elle fait partie de toutes ces images que les astronautes dans la station orbitale prennent. Celle-là, bien sûr, c'est celle de Pesquet, une des nombreuses de Pesquet. Mais ce qui est important, c'est que sur cette image de droite, ce que l'on voit, c'est précisément le contraire de ce qu'on pensait quelques décennies avant. La Terre est tout sauf comme les autres. Non pas que les autres soient toutes pareilles, mais c'est cette image qui montre à quel point cette planète bleue, elle contraste d'abord le bleu des océans avec le noir du ciel. Mais peut-être le plus intéressant, c'est que vous voyez la bordure du haut, au-dessus du bleu des océans. Je crois que d'ailleurs j'ai quelque chose. Ouais. Vous voyez cette petite bordure là, la toute petite surbrillance bleue. C'est notre atmosphère qui fait, on va dire, entre 5 et 10 km, qui a des propriétés incroyablement uniques et qui fait qu'on est là pour en parler aujourd'hui. Et qui s'est construit au cours du temps. Et cette notion d'évolution de la pensée qui est partie de cette idée que partout il y a des choses comme la Terre parce qu'on n'avait pas les moyens de faire autre chose qu'extrapoler ce qu'on connaissait, c'est-à-dire la Terre, aux autres mondes, les planètes, etc. Et quand à partir de 1995, on a commencé à démontrer qu'il y a des planètes autour des autres étoiles, ce qu'on appelle les exoplanètes, c'était fantastique de démontrer ça, parce que jusque-là, c'était une hypothèse que beaucoup avaient proposée dans les siècles précédents, que chaque fois que vous formez une étoile, vous formez aussi des planètes. Mais c'est important de le démontrer. Et donc, cette validation a été tellement importante que, d'ailleurs, Meyer et Kellos, ils ont eu le prix Nobel en 2019. Mais pour moi, le plus important, c'est de le dire comme ça, mais c'est pas forcément la validation du fait qu'il y a des planètes autour des étoiles. C'est que rien de ce qu'on a trouvé, les systèmes qu'on a trouvés, ne ressemblent en rien à notre propre système. Ils sont tous différents. Alors, il faut que vous nous détailliez ça, parce que justement, quand on parle d'exoplanètes, on entend souvent dire que dans le lot, on va bien en trouver une qui ressemble à la Terre. Et on a même l'impression que c'est la quête. Avoir une exoplanète terrestre et puis habitable. Voilà. Et vous dites non, on en est à près de 4000 aujourd'hui. Il n'y a pas de Terre même encore. 5000 maintenant. On a 5000. Voilà, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que toutes les observations mettent en évidence un principe qui n'est pas celui de la pluralité, mais de la diversité. Mais en même temps qu'on met en évidence la diversité, on commence juste à comprendre l'origine de cette diversité. Qu'est-ce qui fait que la Terre est devenue la Terre? Différente de Mars, qui est différente de Vénus, différente, etc. Sans aucune hiérarchie. Qu'est-ce qui fait que notre système solaire est différent de tous les autres systèmes, etc. Et donc, non seulement on observe la diversité, mais on commence à comprendre cette diversité. Et en la comprenant, cette diversité, le mot même de Terre, par exemple, est en train de changer. Le mot même de planète est en train de changer. Pour tout le monde, une planète, c'est un objet qui tourne autour d'un autre, qui est une étoile. Et la Terre, c'était pendant très longtemps un objet d'une certaine dimension, à une certaine distance du Soleil. Et on pensait que ça suffisait à expliquer l'évolution et ce qu'on voyait. Et on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Rien des propriétés qui sont sur l'image de droite, vous ne pouvez l'expliquer et le comprendre si dans le mot Terre, vous ne mettez que ces grandes caractéristiques qui sont ces dimensions, cette distance à l'étoile. Ce n'est pas la distance à l'étoile même qui fait la température, qui fait que l'eau est stable à l'état liquide. La température de notre atmosphère, pour l'essentiel, elle dépend bien sûr du rayonnement qui vient du Soleil, mais si elle est supérieure à 0 degré, ce qui fait que sur Terre, les océans sont liquides, on a des océans, c'est pas tellement la distance, parce qu'on pourrait très bien avoir de l'eau liquide plus près ou plus loin, c'est la composition de notre atmosphère. C'est le fait que dans notre atmosphère, il y a des molécules particulières, dont le CO2 et H2O, dont on parle beaucoup en ce moment, bien sûr, qui ont un effet de serre et qui retient l'énergie qui revient du Soleil, et qui font que, ces objets-là, que la température moyenne est de 33 degrés supérieure à ce qu'elle serait s'il n'y avait pas cette composition. Donc cette enveloppe, c'est ce qui nous protège et ce qui a permis entre autres, l'émergence de la vie.
on va revenir sur le mot émergence d'ailleurs, qui est bon, parce que la vie, pour qu'elle émerge, il faut qu'elle En vienne tout d'une cas, c'est ce non-vie. qui préserve l'eau Voilà. liquide. C'est en tout cas ça qui a permis à l'eau d'être stable à état liquide et de l'avoir maintenue jusqu'à aujourd'hui. Parce que l'eau, il y en a ailleurs. Il y a de l'eau partout dans l'univers, mais jamais sous forme liquide, ou pratiquement jamais sous forme liquide, sous forme de glace ou de vapeur. Là encore, c'est quelque chose qu'on a cru à un moment donné, notamment sur Mars, et que les sondes Absolument. spatiales ont permis Mais d'affiner. bien sûr, parce que jusqu'au début de l'exploration spatiale, à cause de ce dogme-là, on était convaincu que s'il y a de la vie partout, c'est qu'il y a de l'eau partout, avec ce syllogisme que l'eau et la vie sont liées. S'il y a de l'eau, il y a de la vie. S'il y a de la vie, c'est qu'il y avait de l'eau. Et donc, on pensait qu'il y avait forcément eu de l'eau partout. Et si vous regardez les Larousse du XXe siècle récurrents, vous allez voir que sur les images de toutes les planètes, jusqu'à l'ère spatiale, il y a de l'eau qui coule partout, y compris sur la Lune, d'ailleurs. Bon. Donc, cette diversité vue à travers cela a changé le concept même de Terre. Si vous cherchez une Terre, c'est-à-dire une planète qui a les mêmes caractéristiques du type, effectivement, taille et distance à l'étoile, vous allez en trouver des quantités. Donc chercher une exotère comme ça, bien sûr. Et s'il y a des milliards de milliards, il y en a une, ça ne sera pas exactement la même dimension, exactement la même étoile, mais des choses qui ressemblent. On pourrait en trouver une avec une atmosphère semblable à celle de la Terre. Eh bien non, c'est justement ça la question. C'est que on va en trouver avec des atmosphères, mais l'atmosphère de la Terre, c'est quelque chose qui a été travaillé par 4 milliards d'années d'évolution de la Terre. Notre propre atmosphère change énormément au cours du temps. Bon, en ce moment, un petit peu trop vite, parce qu'il y a un prédateur particulier qui s'appelle l'homme, qui est en train de la changer encore plus vite qu'on imaginait. Mais le seul fait que, par exemple, que l'eau soit stable en permanence, on le doit à ce qu'on pourrait, j'ai des images qui le montrent, mais on peut déjà le dire, au fait qu'à un moment donné, très tôt dans l'histoire de la Terre, elle a reçu un impact par un objet, mais dans les caractéristiques de cet objet, sa taille relative à la Terre, les caractéristiques, sa composition, les caractéristiques de l'impact, seraient un tout petit peu différents, on ne serait pas là pour en parler. Pourquoi ? Parce que cet objet-là, par les caractéristiques, les paramètres de cet impact, ont eu énormément d'effets, dont un de fabriquer une lune, qui est notre lune. Et notre lune, la plupart des objets ont des lunes qui tournent autour, mais aucune n'a une lune dans un rapport de masse qui fait que la Lune a effectivement un effet gravitationnel sur la Terre, qui est de maintenir son fameux angle autour duquel la Terre tourne en 24 heures, qui fait 23 degrés par rapport à la perpendiculaire au plan que fait l'orbite de la Terre par rapport au Soleil. Cet angle-là, il est fondamental, parce que vous imaginez, si de temps en temps il passait à 0 ou à 90 degrés, si de temps en temps les calottes étaient dans la direction du Soleil, ça changerait quelque chose. Et comment on l'a su, ça, que la Lune avait cet impact sur la stabilité de l'eau liquide? Alors d'abord, comment on a su que la Lune s'est formée Oui. Il y a deux choses là-dedans. Comment on a su d'abord que la Lune s'est formée par un impact, et ensuite quel était l'effet de cette Lune sur la Terre. La première réponse à la première question, comment on a su ça, c'est parce qu'on a ramené des échantillons lunaires, surtout avec les missions Apollo et les missions soviétiques qui s'appelaient Luna. On a travaillé là-dessus. Au moment où les échantillons sont revenus, on avait 3 modèles possibles pour l'origine de la Lune. On analyse les échantillons pour voir si ça colle et lequel des 3 est le bon. Et on s'aperçoit qu'aucun des 3 n'est le bon. Il n'y a rien dans ce qu'on observe qui permet de rendre compte des modèles qui étaient là avant. Il a fallu en inventer un autre. Et celui qui a été proposé, puis ensuite validé par pas mal d'expériences, c'est justement un qui consiste à dire la Lune a été formée par le fait que la Terre, peu de temps après sa formation, quelques millions d'années quand même, mais c'est rien à côté de 4,5 milliards qui est son âge, a été choquée par un objet, mais dans une géométrie, comme j'ai dit, particulière, qui a fait qu'énormément, une grande fraction de ces couches extérieures à la Terre, plus l'objet lui-même impactant, a formé un disque de matière autour de la Terre, mais de très grande quantité, et que c'est dans ce disque que la Lune s'est reformée, accrétée à partir de ces choses-là. Et c'est ça qui rend compte des observations, des analyses qu'on a fait sur les échantillons lunaires. Eh bien ça, on le sait, on va le dire, depuis le milieu ou la fin des années 70. Et c'est pas mal de temps après qu'un astronome français, Jacques Lascar, à l'Observatoire de Paris, au moment où ce qu'on appelle les théories du chaos, on ne va pas rentrer là-dessus, mais ont été populaires. Vous savez, les théories du chaos, c'est des théories qui ont été proposées par Poincaré en 1902, vous voyez, ça fait un moment, et qui dit une chose assez simple, c'est qu'on ne peut jamais reproduire à l'identique des conditions initiales. Vous savez que si je lance ça en l'air, ça va avoir une certaine trajectoire. Je ne pourrai jamais faire exactement la même trajectoire, parce que la manière que j'aurai de tenir ça, de l'air au moment où je le fais, enfin bref, il y aura toujours quelque chose qui fera une petite différence. Et à partir du moment où il y a une petite différence au démarrage, on ne peut pas prédire avec certitude la suite de l'évolution. Et
ces mouvements, qui sont très souvent d'ordre chaotique, peuvent se mettre à diverger. On peut avoir au bout d'un moment quelque chose qui ne correspond pas du tout aux conditions initiales. C'est le fameux paradoxe du fameux papillon, un petit mouvement de papillon quelque part au Brésil peut faire une tornade en Arizona. Eh bien, ces choses-là ont été travaillées par ce monsieur Jacques Lascar, qui a montré cette chose incroyable, que c'est la Lune, effectivement, avec ses effets de marée importants, etc., et surtout son rapport de masse à la Terre, qui a pu stabiliser ce qu'on appelle donc l'obliquité, qui est cet angle de 23 degrés, qui n'est rien d'autre que la latitude de nos tropiques, qui est l'angle que fait cet angle de rotation de la Terre sur elle-même par rapport à ça. Et c'est stabilisé à 1 degré près sur des milliards d'années. Tous les autres objets planétaires que l'on connaît, ils tournent tous sur eux-mêmes autour d'un axe, mais cet axe-là n'arrête pas de se chambouler comme ça. Eh bien, ça fait partie des petites propriétés contingentes qui dépendent vraiment du contexte, de la manière dont ce choc a eu lieu sur la Terre, comme je vous l'ai dit. Vous changez un tout petit paramètre et rien ensuite n'est le même. Eh bien, c'est ce choc-là qui est à l'origine non seulement de la stabilité des océans, mais même de la formation des océans. Parce qu'on peut montrer que l'eau sur Terre est arrivée avant cet impact. Ce choc-là a chauffé tellement la Terre que c'est devenu ce qu'on appelle un énorme magma qui s'est refroidi. Et en se refroidissant, il a poussé une partie de l'eau à la surface. C'est devenu nos océans. Pourquoi? Parce qu'il a aussi évacué une grande partie de l'atmosphère primordiale et que la pression atmosphérique et la température à l'époque, grâce à cet impact-là, correspondaient à la stabilité de l'eau à l'état liquide. Vous dites ça, c'est donc l'histoire de la Terre, elle lui est propre, mais encore une fois, rien ne dit que cette succession d'événements ou cette contingence, elle n'a pas existé ailleurs dans l'univers. Peut-être qu'on ne l'a pas encore rencontrée. Bien sûr, rien ne le dit, ça c'est exact. La chose, c'est que pour expliquer une image comme celle de droite ici, il faut mettre bout à bout, non pas simplement un choc, celui-ci, mais énormément d'événements qui chacun dépendent de la manière dont ils sont produits. Ces événements en tant que tels, ou les processus qui sont derrière, sont parfaitement génériques. Des collisions, il y en a partout, c'est ce que je disais, des objets. Mars a eu un choc, Mercure, la Lune etc. est cratérisée parce qu'elle est... La Lune est... Des chocs, il y en a de partout, mais il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Et à partir du moment où vous changez un petit quelque chose, il va influer sur l'évolution d'une manière telle qu'on ne pourra plus après reconstituer le même. Et il ne suffit pas simplement de voir la succession, mais il faut même la voir dans un certain ordre. C'est-à-dire que si vous intervertissez deux événements, à nouveau, vous n'aurez pas la même évolution. Donc, ce qui fait dire que la Terre, il n'y en a qu'une, c'est cette Terre-là, telle que maintenant, on peut la caractériser. Parce que, par exemple, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait voir là-dessus. La couverture en nuages. La Terre est le seul objet qu'on voit bien à gauche, mieux là-bas, parce qu'on voit la Terre globalement. La Terre est la seule planète que l'on connaisse qui est recouverte moitié-moitié à peu près de nuages. C'est étonnant parce que là, depuis 2 jours, il fait beau. Avant, il pleuvait et demain, il va pleuvoir. On a l'impression que ça va, ça vient, les nuages. Eh bien, à l'échelle globale de la planète, et non pas sur des semaines ou des jours, mais probablement sur des milliards d'années, en tout cas sur des millions, la couverture en nuages est parfaitement stationnaire. C'est la seule planète comme ça. Vénus est 100% recouverte de nuages. Les autres planètes, c'est quasiment pas de nuages. Qu'est-ce qui fait que la Terre a cette couverture-là? Et cette couverture, elle est absolument fondamentale pour un grand nombre de propriétés, en particulier pour tout ce qui est l'évolution du vivant, mais pas seulement. Eh bien, ce processus-là, pourquoi il y a des nuages? Pourquoi il y a des nuages comme ça? Pourquoi il n'y en a que cette partie-là? La plupart des réponses, on ne les connaît pas encore. Beaucoup de gens se mettent à y travailler parce qu'on sait que c'est la seule solution pour peut-être contribuer à ce que l'échauffement que l'homme est actuellement en train de produire arrive à non pas s'inverser, mais peut-être à se ralentir. Ça dépend de la manière dont les nuages se font. Eh bien, ça, c'est une propriété terrestre. Donc, la réponse à la question, il y a tellement d'objets que comment vous savez qu'il n'y en a pas deux pareils? À nouveau, on ne peut pas certifier qu'il n'y en a pas, mais c'est parce qu'il y a tellement de causes à mettre à la queue leu-leu que la probabilité de retrouver ça ailleurs devient très faible. Et je termine juste par un exemple. On va dire qu'il y a à peu près autant de planètes dans la galaxie que d'humains sur Terre. On a à peu près 10 milliards, 8 milliards, c'est des milliards, quoi. On n'est pas un facteur 10 près. On sait très bien qu'on est tous différents. Pourquoi? Parce que la probabilité quand vous mélangez 24 chromosomes les uns avec les autres, le nombre de combinaisons possibles est incommensurablement plus grand que des milliards, 2 milliards. Et donc, on se fait toujours avoir avec le mot milliard, parce que des milliards de milliards, dans le langage courant, c'est l'infini. C'est pas l'infini. Tout va dépendre des probabilités qu'on met en cause. Et les probabilités deviennent ridicules dès lors qu'on met bout à bout des choses qui ont été conçues comme critiques pour l'évolution. Et c'est ça qui
nous donne cette idée que maintenant, il y a une énorme diversité, mais que la compréhension de la diversité aboutit à cette idée de l'unicité de la Terre comme objet planétaire. Vous avez évoqué la mission Apollo, les missions Luna qui nous ont appris des choses sur notre Terre, mais pour Mars, que vous connaissez bien, qu'est-ce qu'on a compris qui explique qu'elle a divergé, que ça n'est pas, elle n'a pas connu effectivement le destin de la Terre et que, bon, on n'est pas certain qu'il n'y ait pas de traces de vie, de forme de vie, mais vous semblez en douter, si je vous suis, puisque pour vous, il n'y a que la Terre qui peut abriter la vie. Pour l'histoire du vivant, on pourra revenir là-dessus. Mais qu'est-ce qui fait qu'effectivement Mars a eu, mais quand je dis Mars, d'ailleurs, c'est Mars comme tous les autres objets. Quand je dis que la Terre est différente des autres, c'est pas que les autres sont pareils, c'est que chacun est différent. Exactement comme pour les humains, on est tous différents, mais il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. Il n'y a pas un truc qui est bien parce que nous, on a été jusqu'à tel niveau et que d'autres ont été en... Non. Qu'est-ce qui fait que Mars a une évolution différente? Depuis le début déjà, si on peut dire, de la formation du système solaire, Mars et la Terre avaient déjà de bonnes raisons de ne pas avoir la même évolution parce qu'elles sont parfois au même endroit comme distance au Soleil, ce qui a changé beaucoup de choses, en particulier sur la taille de cette planète. Et c'est d'ailleurs la taille de la planète qui a été le moteur d'une réflexion très intéressante qu'un groupe d'astronomes français aussi a proposé et qui est peut-être, de mon point de vue, une des découvertes peut-être majeures des dernières années et qui explique pourquoi, effectivement, Mars et la Terre ne pouvaient pas avoir le même avenir. L'une des choses pour expliquer ça, j'ai quelques images, mais je vais essayer de le faire sans images. On peut essayer de les passer. On peut en passer quelques-unes. Donc, alors, je vais commencer par celle-là pour vous dire qu'effectivement, cette image-là, que j'aime beaucoup, c'est une des premières images qui a été prise à la surface même de Mars. C'est les engins Viking, comme vous voyez, qui sont arrivés en 1976 à la surface, donc très peu de temps. La mission a été décidée même pendant les programmes Apollo. Et elle devait arriver, il y en a deux, c'est pour ça, c'est des énormes engins qui sont posés à la surface de Mars le 4 juillet 76. Pourquoi le 4 juillet 76? Parce que c'était le 200e anniversaire de la fondation des États-Unis par rupture avec la Grande-Bretagne, 200 ans auparavant. Et donc, ils ont envoyé ces engins, et ces engins, ils avaient une fonction. Vous voyez ce grand truc blanc là-bas, c'est un énorme bras manipulateur qui devait aller chercher, creuser comme ça, et vous voyez d'ailleurs des pelletées qui ont été prises. Pour ça que j'adore cette image, qui est une image vraie, avec des vraies pelletées qui ont été faites. Ce qui ne dit pas, bien sûr, cette image, c'est qu'est-ce qu'on a fait avec ces pelletées. Ces pelletées, elles devaient aller dans des récipients qui devaient analyser ce sol martien. Mais l'idée, c'est pourquoi ils allaient analyser ça. Comme c'était un grand anniversaire, 200e anniversaire des États-Unis, il fallait qu'il y ait un grand objectif. Et donc maintenant, surtout, on raconte que l'objectif, c'était de savoir s'il y a de la vie sur Mars. Eh bien, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en 1976, tout le monde pensait qu'il y avait de la vie partout, donc sur Mars aussi. Et on expliquait que si Mars est rouge, c'est parce que ça s'était oxydé. Si ça s'était oxydé, c'est qu'il y a eu de l'eau liquide. S'il y a eu de l'eau, il y a eu de la vie. Donc la question n'était même pas d'aller vérifier qu'il y avait de la vie. Mais c'était, je crois que je le mets sur la suivante, c'était de caractériser le métabolisme de la vie martienne. Est-ce que sur Mars, la vie, qui bien sûr existe, disait-on, est-ce qu'elle est du type de nos végétaux qui absorbent du gaz carbonique et qui recrachent de l'oxygène, ou plutôt comme nos mammifères, ils absorbent de l'oxygène et ils recrachent des gaz carboniques. Et les expériences qui ont été faites étaient des expériences absolument remarquables au niveau de la qualité de ces instruments, qui étaient des instruments de l'époque, mais qui ont une performance, on va pas dire inégalée, mais les mêmes actuellement votent sur ceux qui sont actuellement avec Persévérance et MSL. Ce sont des mêmes laboratoires qui ont fabriqué le même type d'expérience. Et bien sûr, on connaît la réponse. La réponse, c'est qu'on n'a pas besoin du vivant pour expliquer les résultats. Ça a été le premier ébranlement très fort de cette idée de pluralité des mondes, qui à nouveau était prenant quelques années avant, au moment d'Apollo. C'est ça qui a commencé à dire aux gens, il y a vraiment un problème avec Mars. Et ça a continué. Ça a continué assez vite parce que, je vais revenir à Mars. Dès qu'ils sont aperçus que ça ne marchait pas sur Mars, on s'est dit... Il n'y a pas d'eau à la surface de Mars. Les images depuis l'orbite montraient qu'il n'y avait pas il y avait les pôles, bien sûr, avec de la glace, mais il n'y a rien qui coulait à la surface de Mars. On avait l'impression de voir des fleuves qui avaient coulé, mais on se demandait même si c'était de l'eau qui avait coulé. Allons voir ailleurs, il y en a peut-être de l'eau. Et donc l'idée, c'est où ailleurs dans le système solaire, il peut y avoir de l'eau. Et en fait, dans ces années-là, à la fin des années 70, au télescope, il y a un seul objet
qui permettait de dire il y a de l'eau liquide à sa surface. Et cet objet-là, c'est Titan, qui est le plus gros satellite de Saturne. Et pourquoi on disait ça? C'est que quand on regardait Titan avec un télescope, on regardait son atmosphère et on essayait d'avoir accès à sa composition pour savoir quels sont les constituants qui absorbaient sélectivement le rayonnement solaire. Et il y a un seul composé qu'on voyait comme ça, c'est le méthane. Il a une énorme bande d'absorption dans l'infrarouge. Et tout le monde sait que le méthane, c'est un gaz à effet de serre remarquable. Alors bien sûr, Titan, comme il est autour de Saturne, il est très loin du Soleil, 10 fois plus loin du Soleil que ne l'est la Terre. Donc il reçoit 100 fois moins d'énergie. Il devait faire friscoute. Mais on s'est dit, peu importe. S'il y a un gaz à effet de serre qui retient toute l'énergie, ça prendra un peu de temps, mais la température va monter. Et donc il doit y avoir plus de 0 degré Celsius. S'il y a de l'eau, elle va être liquide. De l'eau plus du carbone, puisque le méthane s'est fait à partir de carbone. Banco, on y va. Eh bien, les scientifiques ont réussi à convaincre la NASA de partir pour une mission qui s'appelait avant le Grand Tour, qui est devenue la mission Voyager. Et elle avait un seul objectif, elle n'avait pas 36, c'était d'aller jusqu'à Saturne, de faire des survols rapprochés de Titan pour voir s'il y avait des geysers, des dauphins qui sautaient et tout ça. Les diapos de la NASA, que la NASA a montré au Congrès en 77, sont absolument remarquables pour ça. Le coup des dauphins qui sautent, ils sont sur les diapos? Ben, forcément, à partir du moment où il y a des geysers et de l'eau, ben, il y a forcément de la, voilà, il fallait expliciter la vie. Voilà, la vie jaillit. Et donc les sondes sont parties, mais il fallait partir vite pour avoir un arrangement de planètes qui permettait d'aller très vite. Donc ils l'ont fait, un arrangement qui a permis d'aller en 3-4 ans sur Saturne, ce qui était rapide. Et sur le chemin, ils ont fait un survol de Jupiter. Et en faisant un survol de Jupiter, ils ont bien sûr fait de très belles images de Jupiter. Et vous savez qu'autour de Jupiter, il y a 4 petites lunes qui ont été découvertes par Galilée en 1610, du haut du campanile de Venise, toujours. Je dis toujours parce qu'après l'affaire Giordano Bruno, Galilée sentait quand même pas très bien, donc il a demandé à être abrité dans Venise, qui avait un statut à part, hein, c'était pas l'Italie bien sûr, et donc ils l'ont hébergé. Et c'est là qu'il a fait ses grandes découvertes. Donc 4 petits points qui tournaient, et c'est là que ça a été une découverte extraordinaire, parce que il a montré qu'effectivement, de nuit en nuit, autour de Jupiter, il voyait un à gauche, deux à droite, deux à gauche, deux à droite, etc. Ça tournait. Et c'est là qu'il a eu cette idée absolument géniale de dire: il n'y a pas que ce que Copernic vient de dire, à savoir que tout tourne autour du Soleil. Le Soleil n'est pas le seul centre du mouvement. Il y a aussi des choses qui tournent autour d'autres choses. La preuve, c'est que ça tourne autour de Jupiter. Et il a fait cette proposition que la gravité, donc ce qui fait tourner, soit une propriété universelle. Et quelques décennies après, Newton l'a effectivement formalisé. Mais la diversité des lunes de Jupiter, voilà. Est-ce qu'il les a vues? Non, bien sûr que non. Lui, il voyait des choses qui tournaient. Mais ce que je veux dire, c'est qu'entre 1610, quand il a vu ça, et 1979, la date du survol par les sondes Voyager de ça, on n'a à peu près rien appris de ces objets-là, parce qu'au télescope, on voyait rien. Et tout d'un coup, Voyager arrive, il fait un survol. Et qu'est-ce qu'il voit? Ces 4 images-là sont des vraies images qui ont été prises. Alors, elles sont à leur échelle relative. On les a remis toutes ici, bien sûr, pour qu'elles soient sur la même image. Elles ne sont pas situées comme ça. Mais ça, c'est les 4 satellites galiléens, comme on dit. Et vous voyez qu'il n'y en a pas 2 qui se ressemblent. Celui en bas à droite, qui s'appelle Io, c'est l'objet le plus volcanique du système solaire. Tous les quelques milliers d'années, chaque point à la surface est recouvert par de la lave. Et on a vu, parce qu'il y avait 200 voyageurs, que des volcans qui crachaient de la lave à 300 km d'altitude, ils étaient éteints 3 mois après, et d'autres, c'était incroyable. Celui en haut à gauche, c'est Callisto. C'est cratérisé. Si vous avez une image agrandie de ça, vous ne savez pas si c'est la Lune ou tout ça. Celui qui est tout blanc au-dessus de Io, c'est un objet où il n'y a pas un cratère d'impact. C'est que de la glace avec des séracs et des crevasses. Et le dernier, Ganymède, c'est un mélange de tout ça. Qu'est-ce qui fait que 4 objets qui sont formés au même moment, dans un même point de l'univers, ils ont la même composition pour l'essentiel, c'était le même matériau. Vous les regardez aujourd'hui, il n'y en a pas 2 qui se ressemblent. C'est là qu'on a commencé à comprendre, à partir des années 80, que ce qui fait l'évolution des objets, c'est pas uniquement ce qu'on pensait. Il faut mettre toutes les lois que l'on connaît, toutes les forces qui sont là, les forces nucléaires, la radioactivité, bref. C'est la première image, je crois que j'ai marqué ça après, qui montre réellement la diversité, mais d'un point de vue qui est devenu exemplaire, parce que c'est après tout ce qu'on a vu dans le système solaire qui est reflété ici. Des objets qui ont a priori la même composition, la même, etc., n'ont absolument pas les mêmes moteurs d'évolution. Vous avez parlé... Oui. Il faut quand même que j'arrive, alors je vire tout ça, pour arriver à cette idée de la migration planétaire. Je vous ai dit qu'à partir de 95, on s'aperçoit qu'il y a des planètes autour des autres étoiles, mais qu'il n'y en a pas 2 systèmes qui sont comme le nôtre. Et on s'est dit, c'est bizarre. Et c'est d'autant plus bizarre que la première planète qui a été découverte, donc par Meyer et Kellos, prix Nobel,
C'est une planète quasiment de la taille de Jupiter, mais 10 fois plus proche de son étoile que ne l'est Mercure de la nôtre. Donc il fait très très chaud, parce que ça, la chaleur, c'est partout la même chose. Eh bien ça, c'était contraire à toutes les idées qu'on se faisait de la manière que les planètes ont pu devenir des planètes géantes, c'est-à-dire Jupiter et Saturne pour nous. C'est-à-dire les grosses ne pouvaient pas être si près de Les leur grosses soleil. ne peuvent pas être près du Soleil. Pourquoi? Parce que pour être gros, il faut que très tôt dans l'histoire du système solaire, avant que le Soleil ne s'allume, souffle et vire tout le gaz, il faut que vous ayez de quoi attirer le gaz pour faire une énorme atmosphère. Parce que Jupiter, s'il est gros, c'est qu'il a une énorme atmosphère. Et il faut qu'il y ait au centre de Jupiter un cœur qui fasse au moins 10 fois la masse de la Terre. Et pour faire 10 fois ou 100 fois ou 20 fois la masse de la Terre, il faut plein de matière pour ça. Et il faut que très rapidement, vous ayez eu le temps Or, plus vous êtes loin, plus c'est dilué. Comment se fait-il que Jupiter et Saturne soient très loin et que très loin, ils ont pu accréter tellement de gaz? Et la réponse est assez simple, en tout cas celle qu'on se formulait à l'époque, c'est si vous êtes très loin, il fait froid. S'il fait froid, tous les composés volatiles, l'eau, le gaz carbonique, le méthane, etc., sont sous forme de glace. Il y en a tellement que vous pouvez accréter ces grains de glace qui vont se compacter pour grossir, pour faire des noyaux suffisamment lourds pour attirer tout le gaz. D'où l'idée que les planètes géantes ne peuvent être que loin. Et d'ailleurs, dans notre système, Jupiter et Saturne, Uranus et Neptune sont loin. Comment ça se fait que la première planète qu'on trouve ailleurs, elle soit près, mais tellement près qu'il ne peut pas y avoir de glace stable? Et c'est comme ça qu'est née l'idée, qui était déjà un petit peu en gestation avant, mais qu'en fait, les planètes que l'on voit, quand on voit autour des autres planètes, des autres étoiles, elles ne sont pas là où elles se sont formées. Quand une planète se forme, elle se forme loin, mais après, elle peut ce qu'on appelle migrer. Elle peut, alors pas en tombant comme ça, elle tourne, mais elle tourne en spiralant comme ça progressivement et en rentrant dans le système. Et cette migration, on s'est aperçu que c'est un processus incroyablement général. Et c'est là qu'est arrivé quelque chose. On arrive à Mars dans peu de temps, mais c'est justement comme ça que notre groupe dont je vous ai parlé tout à l'heure a proposé une histoire du système solaire qui fait apparaître Mars d'une manière tout à fait particulière. Et l'idée de départ est la suivante, c'est que si vous regardez notre système, vous avez 4 planètes internes, Mercure, en partant du Soleil, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Il y en a 4 comme ça. Et quand vous allez de Mercure jusqu'à la Terre, la masse augmente progressivement. Mercure est plus petit que Vénus, qui est à peu près comme la Terre. Et tout d'un coup, à Mars, la masse est 10 fois plus faible. Mars est tout petit comparé à la Terre. Or, tous les modèles qu'on avait... Alors que derrière, les suivantes sont aussi de plus en plus grosses. Et alors que les planètes géantes sont très grosses derrière. Et tous les modèles où les gens font des simulations, ils prennent un disque comme ça, avec toute la poussière que j'ai mis en marron ici, puis on regarde un petit peu la turbulence là-dedans, on fait grossir des planètes, on trouve des planètes dont la masse augmente. Pourquoi Mars est si petit? Qu'est-ce qui fait que Mars soit devenu si petit? Et c'est ce groupe de Nice, donc, avec notre ami Alessandro Morbidelli, qui a proposé la chose suivante que j'ai illustrée ici. Jupiter, et il a dit, effectivement, dans notre système aussi, les planètes géantes ont aussi migré. Il ne faut pas penser que notre particularité, c'est que ça migre de partout et que nous, on n'a pas migré. Sinon, ça serait aussi pourquoi on n'aurait pas migré. Il dit non, mais ça a très bien pu migrer, mais d'une manière très particulière, parce que la migration, c'est comme pour les chocs tout à l'heure, c'est un processus qui est générique, très général, mais qui partout va prendre une forme particulière. Et quelle forme ça a pris pour notre système? Et c'est ça que je marque ici. Jupiter s'est formé très loin, puis s'est mis à spiraler comme ça. Mais ce qu'on peut montrer, c'est qu'au fur et à mesure où ça rentre dans le système, à nouveau, c'est pas comme ma flèche montre, hein, il n'est pas en train de rentrer comme ça lui prend du temps quand même, mais pas tant de temps que ça. En tournant comme ça, il arrive à éjecter, enfin elle, la planète, arrive à éjecter à peu près tous les grains qui sont là sur son passage. Si bien qu'au fur et à mesure où ça rentre comme ça vide la cavité. Et donc la cavité, au bout d'un moment, elle se retrouve comme ça, vide. Et vous voyez que si la planète continue à rentrer comme ça très près, elle a tellement vidé la cavité qu'il n'y a plus du tout de matière à l'intérieur pour refaire des planètes comme la nôtre, par exemple. Et donc, vous voyez qu'il fallait expliquer pourquoi nos propres planètes internes, les 4 dont j'ai parlé tout à l'heure, elles sont toujours là. Et l'idée, c'est que Jupiter a attiré comme ça, mais au bout d'un moment, Jupiter s'est arrêté. Et il s'est arrêté à peu près au niveau de l'orbite de Mars aujourd'hui. Il a donc vidé une grande partie, puis il a laissé confiner à l'intérieur un disque de matière qui est très riche de grains,
Mais bien sûr, si Jupiter continue son chemin, il n'y aura plus ça et on ne pourra pas être formé. Alors pourquoi est-ce que Jupiter s'est arrêté? Eh bien, ils ont montré, calculé d'abord, et après, il y a quelques tests qui ont l'air de valider cette affaire-là. Dire qu'en même temps que Jupiter est en train de se balader comme ça, plus loin dans le disque, il y a une autre planète qui était en train de se former, qui s'appelle Saturne. Et Saturne, voyant, si on peut dire, un disque presque vide, fonce dans le système, jusqu'à arriver à un moment donné où Saturne fait un tour en 2 jours, quand Jupiter fait un tour en 3 jours. En tout cas, c'est dans le rapport 2 à 3. Il y en a un qui met le double de l'autre et l'autre. Et donc, c'est ce qu'on appelle une résonance. Quand systématiquement, vous retrouvez la même configuration, le système se bloque comme ça et quelque chose change. Quand vous réglez votre téléviseur ou votre radio sur une radio, justement, ou sur une fréquence donnée, quand vous êtes pile à la fréquence qui est la fréquence de votre radio correspondant à la fréquence qui a été émise, tout d'un coup, l'amplitude augmente. Et si l'amplitude augmente, ben vous entendez votre radio. Et donc, c'est ça qu'on appelle une résonance, c'est quand il y a un accord entre les fréquences. Et en gravité, c'est la même chose. Eh bien, ce qu'ont montré cette équipe-là, c'est qu'une fois qu'ils se sont regroupés comme ça, ils se sont fabriqués un système bloqué. Et c'est le rapport de masse entre Saturne et Jupiter qui a décidé de la suite. Si Saturne avait été un tout petit peu moins massif qu'il n'était, ça n'aurait pas empêché Jupiter de continuer et on ne serait pas là pour en parler. Si Saturne a été plus massif, les deux auraient continué, on ne serait pas plus là. Le rapport de masse entre les deux fait qu'en fait, tout d'un coup, leur trajectoire dans la gravité de ce système-là fait qu'ils vont vers l'extérieur et ils se retrouvent là. Si bien que Jupiter et Saturne aujourd'hui sont dans le système externe, ils ont laissé à un moment donné un truc confiné, et c'est dans ce truc confiné qui n'est pas tout ou rien, donc je l'ai mis comme ça, qu'il y a 4 objets qui sont formés. Mais vous voyez que celui à l'extérieur, il est à l'extérieur de la grande densité de matière, il s'est retrouvé trop petit, et c'est Mars. Et donc, vous voyez qu'il aurait suffi que Saturne soit par rapport à Jupiter, et ça dépend essentiellement de la manière dont notre disque était fait, un peu plus plat, un peu moins plat, formé un peu plus loin, un peu moins loin, on ne serait pas là. Pourquoi? Parce qu'on ne serait pas là d'abord à cette distance-là. La masse de la Terre aurait été différente, notre rapport au Soleil aurait été différent, notre rapport aux autres, etc. Donc la première raison pour laquelle Mars et la Terre sont différents, c'est qu'ils ne sont pas formés au même endroit, du même matériau, mais pas de la même manière. Après quoi, on a compris qu'il y a plein d'autres choses qui sont formées. Et dont l'une, c'est que il y a de l'eau sur Terre, ça c'est sûr, et on ne sait pas s'il y a de l'eau ailleurs. Et il a fallu qu'on essaye de comprendre cette chose-là. Je vous ai expliqué comment on pense maintenant que l'eau est arrivée sur Terre par quelque chose que je vous ai dit être, je laisse tomber tout ça, mais par quelque chose qui dit que pour que l'eau soit arrivée, il a fallu qu'il y ait un énorme impact. Et c'est ce fameux impact entre la prototerre et celle qu'on appelle Theia, qui est responsable du magma qui a été la Terre et de l'eau qui est arrivée au-dessus. Est-ce que c'est arrivé de la même manière pour Mars? Pour Mars, probablement pas. Il y a eu un impact, mais il n'a aucune raison d'avoir eu le même effet. Donc il y a certainement de l'eau à l'intérieur de Mars très profond, mais qui n'a jamais eu la possibilité de remonter parce qu'il n'y a pas eu le bon impact. Et donc, il y a de temps en temps un tout petit peu d'eau, malgré tout, qu'il y a eu à la surface de Mars. On le voit parce qu'il y a eu des écoulements. Mais à cause du fait qu'il n'y a pas eu de champ magnétique suffisamment important, alors que pour un impact comme ça, il y a un énorme champ magnétique qui s'est formé dans la Terre, avec tout le noyau de fer de celui qui est arrivé dedans, ça a créé un champ magnétique tellement important que ça a pu dévier les particules qui venaient du Soleil, qui avaient comme effet de souffler l'atmosphère. Sur Mars, l'atmosphère a été soufflée très tôt dans son histoire. Et sans atmosphère, pas de gaz à effet de serre, pas de moyen de maintenir l'eau à l'état liquide. Et c'est ça qui fait qu'on a compris, essentiellement par la mission Mars Express dont on parlait tout à l'heure, qu'effectivement, très tôt dans son histoire, Mars a pu avoir un peu d'eau, mais très rapidement, d'abord, il y en avait très peu. Ça a disparu de la surface et c'est devenu un monde incroyablement aride et sec jusqu'à aujourd'hui. Néanmoins, toutes ces contingences qui font que notre Terre est unique et qu'elle abrite la vie ne répondent pas à la question pourquoi on continue à chercher des indices de vie sur les autres planètes. Est-ce qu'on s'entête pour rien? Est-ce qu'il y a une vraie raison qui fait qu'après tout, une autre forme de vie, une forme de vie plus primitive, pourrait s'être développée sur Mars? Alors, il y a beaucoup de réponses à ça, mais quand on n'a plus qu'une minute, ça sera différent, mais c'est pas très grave. La première réponse de fond, c'est que ces idées-là de la diversité et des raisons de la diversité, de l'explication que ce que je viens de dire,
Il n'y a pas de consensus encore là-dessus. C'est trop récent pour avoir percolé non seulement dans la société, mais même dans le monde scientifique. Et ça met en cause, et surtout pour le vivant, dont on va quand même dire deux mots, des choses Oui, s'il très, vous plaît. des choses très intimes quelque part, liées à toute l'évolution de nos sociétés, etc. Ces fameux dogmes qui sont ces pesanteurs idéologiques dans lesquelles on gravite tous, qu'on ne réagit pas tous de la même manière. Et c'est vrai que chez les anglo-saxons, et les Américains en particulier, c'est très prégnant. C'est vraiment ce que je vous ai dit à propos de l'eau sur Mars, qui est expliqué par le fait que très tôt elle a perdu son atmosphère, etc. Ce que maintenant à peu près tout le monde accepte. Quand on a trouvé ça, ça remonte maintenant à plus de 10 ans. On a écrit des livres là-dessus. Les Américains refusaient de l'entendre. Ils ne voulaient pas l'entendre. À tel point que quand on a choisi des endroits après pour aller continuer l'exploration, ils sont continués à envoyer des sondes dans des endroits dont on pouvait dire qu'ils ne trouvaient pas ce qu'ils cherchent parce que ce n'étaient pas les bons endroits. Que les endroits où on a encore quelques vestiges de ce qui s'est passé très tôt dans l'histoire de Mars, où il a pu y avoir de l'eau, je vous ai dit, avant que l'atmosphère soit soufflée, on les a identifiés. C'est juste maintenant, avec la sonde qui est partie là, en 2020, qu'ils ont commencé à accepter de l'envoyer dans un endroit que nous, on avait identifié comme éventuellement intéressant. Mais pas au point, d'ailleurs, d'être dans le meilleur des endroits. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est que les Américains poursuivent une piste qui est vaine, qui n'aboutira pas à ce qu'ils cherchent? Ça n'aboutira pas à ce qu'ils cherchent s'ils cherchent réellement l'idée que ce qui s'est passé sur Terre, qui a conduit au vivant, tel qu'on peut le définir, a pu se reproduire à l'identique ailleurs. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à travailler sur la question de savoir quelle a été l'évolution de la matière carbonée organique ailleurs que sur Terre. Et de ce point de vue-là, Mars est génial parce que on a effectivement, c'est peut-être un cas unique dans le système solaire, la mémoire gardée dans quelques endroits seulement, mais c'est là qu'on essaye d'envoyer nos sondes, dont celle ExoMars dont on a failli parler. On sait qu'il y a des endroits qui ont préservé les conditions qui prévalaient partout dans le système solaire, et sur Terre et sur Mars, il y a plus de 4 milliards d'années, mais à cause de l'évolution de la Terre en particulier, on a perdu cette information. Donc on ne sait pas quel était le matériau dans lequel la vie a vraiment pris forme et évolué sur Terre. Mais sur Mars, on a suffisamment de probabilité d'avoir préservé cela. Donc on aimerait savoir, et maintenant j'arrive plus profondément à cette affaire du vivant, si ce que l'on pense, ce que certains pensent, de ce qu'est non pas l'origine de la vie, parce que l'origine ne veut pas dire grand-chose, mais le cheminement qui a conduit à ce que nous sommes là, quelle forme ça a pris et d'où ça vient essentiellement. Ça vient de la chimie organique qui existe dans l'espace, parce que dès qu'il y a du carbone quelque part, le carbone permet des liaisons absolument incroyables. On en voit dans quelque environnement que ce soit, près des étoiles, loin des étoiles, il y a partout des chaînes organiques qui se forment. Avec Rosetta et Philae, on s'est aperçu que même ce qu'on pensait être un noyau cométaire, c'est-à-dire un objet bourré de flotte, la preuve c'est que quand ça se sublime, l'eau, ça fait les queues cométaires, etc. Ce n'est pas vrai. Dans Philae, il n'y a pas plus que 15% d'eau probablement. L'essentiel de la matière, je sais pas, j'ai pas d'image là, mais c'est pas grave. L'essentiel de la matière du noyau cométaire, c'est de la matière organique, carbonée. Et ce sont des grains jusqu'à plusieurs millimètres de taille. Donc ce sont d'énormes molécules, des macromolécules qui se sont formées. Oui. Expliquez-nous ça. On parle souvent des molécules organiques. Qu'est-ce que veulent dire ces deux mots? Puisqu'on l'associe systématiquement à la vie, à des briques du vivant. Non, molécule organique, c'est toute personne qui a passé son bac, et je pense que voilà, a fait un semblant de chimie dite organique. Et quand on fait de la chimie organique, c'est pas de la chimie forcément du vivant, c'est de la chimie où il y a du carbone associé à de l'oxygène, de l'azote, et en général, et de D'accord, l'hydrogène. mais que nous disent ces molécules Voilà, carbonées et donc, des comètes ou des Voilà, astéroïdes? et donc la chimie organique, c'est n'importe quel groupement où il y a du carbone dedans. Après, la fraction de ça qui peut conduire à ce que nous sommes, c'est une autre affaire. Et on a introduit, à tort, à mon avis, dans nos communautés, la notion de prébiotiques. C'est-à-dire qu'il y a des molécules qui seraient prébiotiques, en le sens où une fois qu'on les a, ça va conduire aux biotiques, c'est-à-dire aux vivants. Je pense qu'il faut, je ne sais pas combien de temps on a encore, mais c'est à vous de le dire, hein, quelque part, mais on empiète sur des questions, c'est ça? Non, ça va. On a 10 minutes. Oh, trop pour la vie. Voilà. Qu'est-ce qui nous fait dire qu'il faut penser différemment cette évolution vers le vivant à partir d'une définition de la vie qui reste à faire? Moi, je suis arrivé à ce questionnement-là par tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire par le fait qu'on a exploré les planètes et qu'on s'est aperçu qu'il y a des paradigmes qu'il faut changer, entre autres avec cette notion de diversité, et qui fait que la Terre, plus on l'observe, plus on lui trouve des propriétés qu'on ne trouve pas ailleurs. Je vous l'ai dit pour les nuages, pour l'eau, etc.
Et la question qui s'est posée, en tout cas pour moi, c'était de se dire, est-ce que le vivant, c'est l'une de ses propriétés? Est-ce que le vivant est une propriété qu'on peut retrouver ailleurs, avec ou sans la même forme? Je vais revenir là-dessus. Je pense que la notion même de forme de vie est fausse, mais bon. Est-ce que le vivant peut être défini comme une propriété générique qui fait que l'évolution passe par une étape qu'on appelle la vie, qui prend une forme particulière sur Terre, mais qui pourrait prendre une forme ailleurs, éventuellement différente, sur Mars ou plus loin dans l'univers? C'est cette question-là qui m'a taraudé à un moment donné, parce que à partir du moment où on voit qu'il y a des nuages qui ont le même mot de nuage, mais que les nuages sur Mars et les nuages sur la Terre, ils n'ont rien à voir, qu'il y a de l'eau, mais c'est pas l'eau qui est habitable. L'important, si vous mettez un poisson dans un aquarium où il n'y a que de l'eau, le malheureux, il vit pas longtemps. C'est ce que vous mettez dans l'eau qui est important. Donc la question même de ce qu'on appelle l'habitabilité, c'est pas l'eau en tant que telle, c'est l'eau avec tous les ingrédients qu'il y a dedans, des catalyseurs, des enzymes, des trucs, des cations, du calcium ou pas, du fer ou pas, etc. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'eau primitive? On n'en sait rien. Mais il n'est pas exclu, de mon point de vue, que l'évolution de la chimie organique, que l'on voit précisément sur Philae, sur toutes ces choses-là, qu'on l'on voit dans le matériau, qui a donné naissance, pensons-nous, à une chaîne d'évolution qui a pris progressivement la forme de ce qui est, entre autres, pas seulement bien sûr, mais le vivant sur Terre. On ne sait pas ce qu'il était au démarrage. Et la question est de savoir, est-ce que ce qu'on va pouvoir définir comme vivant va se retrouver ailleurs? D'où cette idée d'essayer de trouver une définition du vivant. Et donc, vous en avez une, vous, définition du vivant? Voilà. Quand j'ai commencé à me poser ces questions-là, moi j'ai fait des études de biologie au niveau à peu près de tous les gens qui sont là, c'est-à-dire du secondaire, on va dire, plus de 3 trucs qu'on lit parce qu'on est curieux de lire, mais voilà. La biologie est une drôle de science. Et donc, je me suis dit, je vais demander à des spécialistes, j'ai beaucoup d'amis, donc j'ai fait plein de fois des discussions parmi des biologistes, avec des biologistes. Vous mettez 5 biologistes autour d'une table, vous lui dites, c'est quoi le vivant? C'est quoi la vie? Dites-moi, expliquez-moi, je veux savoir. Et c'est très étonnant, parce que quand vous posez cette question, et je pense que dans le cycle ici, ça va se faire abondamment. On entendra des biologistes, oui. Vous allez entendre bien sûr des biologistes, mais vous allez voir que selon les biologistes, vous aurez une autre définition. Parce que si vous mettez 5 biologistes autour d'une table, vous avez 6 réponse. Et en général, il y a bien des bases tout de même. Il y a la capacité de se reproduire, de grandir. Justement, on pense qu'il y a des choses en commun. Alors moi, j'essaie de regarder ce qu'il y avait en commun. Et c'est vrai que la chose qui ressort le plus, c'est la notion de auto-quelque chose, auto-catalyse, auto-reproduction, avec le mot de reproduction, etc. Et donc, à chaque fois qu'ils disaient quelque chose comme ça, j'essayais de leur dire, mais attendez, il y a plein de systèmes dits non-vivants qui procèdent exactement de la même manière. Quand vous avez un nuage qui s'effondre, qui va donner naissance à une étoile et des planètes, à la fin, ça va redonner d'autres nuages qui vont, en s'effondrant, redonner etc. Des systèmes auto-entretenus, toute personne qui a fait un tout petit peu de physique nucléaire... L'humain, il s'auto-reproduit pas, jusqu'à preuve du contraire. Non, c'est toute la définition entre l'individu en plus et la population, mais... Essayons de trouver quelque chose de vrai dans les définitions du vivant. Et cette notion de auto-quelque chose, qui est vraiment redondante et qui ressort toujours, elle est, de mon point de vue, fondamentalement fausse, parce que le principe du vivant, c'est qu'il est pas auto, justement. C'est qu'il n'arrête pas de piéger de l'extérieur, soit des ingrédients, soit de l'énergie, soit de ceci, soit de cela, même si c'est que du gaz carbonique. Il faut forcément qu'il y ait Et le jour où il coupe la relation avec l'extérieur, où il devient auto, c'est ce qu'on appelle la mort. Donc le principe du vivant, c'est que justement, il est en permanence en échange avec le reste. S'il n'y avait pas le soleil avec lequel il échange des choses, on n'en serait pas là non plus pour en parler. Donc le vivant n'est pas autonome du tout. Alors après, effectivement, donc... Est-ce qu'on peut l'opposer à l'inerte quand même? Justement, tout est dans ton quand même. Non, c'est que justement, je l'ai dit, dans l'Antiquité, il y avait l'inerte et le vivant. Il y avait le vivant et le non-vivant. Et la biologie essaye d'identifier une propriété. Je vous dirais comment je pense qu'on peut qualifier par... J'ai trouvé qu'une seule propriété pour l'instant du vivant, mais c'est pour la fin. Mais c'est aucune des propriétés que disent les gens en moyenne, y compris les grands livres par des grands gens. Pourquoi? Parce qu'on essaie de reproduire à nouveau quelque chose auquel il faut qu'on arrive à cette idée qu'il y a du vivant et du non-vivant. Le problème avec une définition du vivant, c'est que si le vivant peut être défini par une propriété, même ne serait-ce qu'une seule propriété, il faut la faire apparaître, cette propriété. Il faut la faire émerger. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire émerger une propriété d'un monde qui, par définition, ne l'a pas. Et donc, vous allez faire une globalisation du vivant par rapport à un monde que vous appelez inerte, qui est dénué de cette propriété, et vous allez vouloir faire émerger cette propriété.
c'est ce qu'on appelle de la génération spontanée. C'est ce que Pasteur a mis beaucoup de temps à essayer de convaincre ses copains que non, c'est pas comme ça. C'est qu'il y avait des choses avant. Il y a une théorie qui marche très bien, le créationnisme. Le créationnisme explique qu'effectivement, on crée quelque chose de rien. Donc, effectivement, il n'y a pas... Le créationnisme rend compte de cela. Dès que vous voulez supprimer ça par quelque chose qui va faire une filière comme ça, une séquence de... Vous allez dans le mur. Et c'est ça la difficulté énorme. C'est que non seulement l'essentiel des propriétés du vivant se retrouve dans beaucoup de systèmes dits non-vivants. Donnez-nous un exemple, parce que... Une réaction nucléaire dans un laboratoire ou dans un truc, il s'entretient, il est auto-entretenu. Vous l'avez initié, vous essayez tout ce qu'on fait avec la fusion nucléaire maintenant, c'est ça, c'est de l'auto-entretien. On peut auto-entretenir énormément de systèmes sans que ce soit le mouvement perpétuel. On sait bien qu'il y a, mais tout va dépendre de ce que vous allez considérer comme système. Vous dites une pierre et un arbre sont différents, mais d'abord un arbre tout seul, ça veut rien dire parce qu'un arbre, s'il n'a pas ses feuilles pour échanger avec le reste et des racines pour échanger avec le reste, il n'a pas de vie en soi. Donc c'est pas l'individu arbre qu'il faut opposer à une individu pierre, c'est l'arbre plus tout un environnement pour lequel vous pouvez vous dire il y a des propriétés de cet ensemble-là qui vont être différentes de celles de la... Mais si dans la pierre, vous rajoutez quelque chose, genre un marteau par exemple, et vous dites la pierre plus un marteau, si vous tapez sur la pierre, vous allez fabriquer des petites pierres, vous aurez des éléments radioactifs qui vont faire que l'évolution de la pierre, qui toute manière existe, dans mon bouquin, j'explique que l'une des propriétés qui fait qu'on aime bien distinguer le vivant du non-vivant, c'est la constante de temps. C'est qu'on est habitué à voir les choses de la naissance à la mort, et puis on sent le cœur qui bat, toutes mais les tout de échelles. Même, un être vivant grandit, une pierre ne grandit pas. Oui, mais il y a plein de systèmes inertes qui peuvent grandir. Quand Jupiter a grandi, un système qui récupère, qui est tout... Oui, mais le vivant, c'est tout le vivant qui grandit. Ça fait partie des propriétés que les biologistes lui attribuent. Mais pas au niveau de l'individu. L'individu lui-même va pas grandir. C'est la population qui peut grandir. Mais si on parle d'une population qui grandit, on est plus petit qu'on. Mais pas toutes les espèces. Il y a un tas d'espèces qui ne grandissent pas. Oui. Toutes les espèces monocellulaires, elles grandissent pas. Elles sont comme ça. On fait aussi beaucoup d'anthropomorphisme sur. On pense que le vivant, c'est effectivement quasiment que les mammifères. Mais c'est rien dans le système ni végétal ni. Bon. Donc, quand on dit un des problèmes qu'il y a avec cette transition entre l'inerte et le vivant, c'est le problème de l'origine, justement. Il n'y a pas encore si longtemps, on parlait d'une origine de l'homme. On parlait de l'origine de l'homme. Maintenant, ça ne m'amuse plus à dire ça, parce qu'il n'y a pas un jour, il y avait l'homme, et que la veille, il n'y avait pas l'homme. On sait bien que les hominidés, c'est une évolution continue, et que s'il n'y avait pas le soulèvement de l'Afrique orientale, ces bipèdes-là, ils ne seraient pas, etc. Donc, c'est incroyable ce que Darwin a fait de ce point de vue-là, de montrer qu'effectivement, il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas de flèche de l'évolution. Il y a à tout moment des bifurcations. Il y a une infinie variété de possibles. C'est pas infini au sens mathématique du terme, mais il y a énormément de possibles. Et dans cet énormément de possibles, c'est le contexte qui va favoriser l'un par rapport à l'autre. Et c'est cette succession progressive de tout cela qui va faire une évolution. Mais il n'y a pas de direction. Même en physique, où les gens adorent dire qu'on va du simple vers le complexe. C'est pas vrai. Non. Tout dépend. Tu peux toujours trouver une définition du complexe qui va mettre ce que l'on veut au sommet de l'échelle. Il y a plein de gens, j'ai une image de ça, je vais m'amuser quand même à vous la montrer parce que ça permettra d'aller... Tiens, si j'ai le temps, je vous parlerai de celle-là aussi après. Après, on passe aux questions. Ouais. Voilà le mais dauphin bon, qui saute. Ça, c'est le paradigme qu'on trouve encore un petit peu partout, où on vous explique qu'on va du simple vers le complexe, du Big Bang, c'est des particules, puis des atomes, puis des molécules organiques, et la vie rentre là-dedans. Et bien sûr, on essaye de trouver une échelle où on met le cerveau humain en l'air, et on comprend pourquoi, surtout au 19e siècle. Et si vous prenez comme critère le nombre de neurones, on est au-dessus. Mais il y a énormément de propriétés pour lesquelles l'homme ne sera pas au sommet du truc. Et, non, mais bientôt, il faudra mettre l'IA. Hein, l'intelligence oui, c'est artificielle. Ça, exactement, là, oui. C'est pour ça que moi je propose maintenant, mais c'est très résumant ce truc-là, c'est des choses que deux dimensions ne suffisent pas, où en tout moment il y a énormément de chemins possibles. J'en ai mis que 4-5 à chaque fois, mais même pour le Big Bang, on est dans un univers, on n'a pas exploré les autres, on n'en sait rien. Mais c'est pareil pour les planètes, avant qu'on les explore, on extrapolait ce qu'on savait de la Terre. Maintenant, on sait que ça ne marche pas. Pour le système solaire, avant on extrapolait, maintenant on sait qu'on ne peut pas. Et de proche en proche, on s'aperçoit que la possibilité d'avoir des évolutions différentes est gigantesque. Et le vivant n'est pas dans toutes, il est dans une d'entre elles.
Et je pense que celle d'entre elles sur laquelle il est intimement liée à l'évolution de la Terre elle-même. Donc pour l'homme, on ne s'amuse plus à avoir des laboratoires où on travaille sur l'origine de l'homme. On peut calculer. Bon. Pour le vivant, c'est exactement pareil de mon point de vue. Il n'y a pas de moment où on peut dire là c'est la vie et avant ça l'était pas. On n'a pas été capable d'identifier une étape qui serait l'étape pour laquelle après c'est du vivant et avant ça l'est pas. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont, y compris des grands amis d'ailleurs, qui pensent que c'est l'ADN qui est, voilà, le jour où il y a eu de l'ADN, ce jour-là, Oui, effectivement. l'hérédité, le caractère héréditaire, Oui. est-ce que ça ne signe pas la vie? Eh ben, le seul problème, c'est que si on fait ça, c'est très récent la vie. Parce que l'ADN, c'est très probablement une construction récente dans l'évolution. Et je vais dire aussi après un mot sur l'ADN, mais tout le monde d'avant, qui date de pendant 2 ou 3 milliards d'années, où il n'y a peut-être pas d'ADN, ce qu'on résume avec des bactéries, mais ce mot de bactérie n'a rien à voir d'ailleurs avec les bactéries d'aujourd'hui. Simplement, on est ignorant de ce qui s'est passé. Il a sûrement eu plein de mutations, de choses et de machins, qui sont bouffés les uns les autres et qui ont fait ce monde pendant 2-3 milliards d'années, de ce qu'on peut appeler de la vie peut-être, mais certainement pas à base d'ADN. Donc, cette évolution de la chimie organique qui a pris des formes très variées au cours du temps, empêche d'identifier un moment où on peut dire avant oui, après oui, avant non. On va s'arrêter là. Qui veut challenger Jean-Pierre Bibring sur sa conception de la vie, quand même, qui nous bouscule? Oui, bonjour. Bonjour. Ça fonctionne. Oui, bonjour. Du coup, c'est une question sur. Vous avez dit le créationnisme, mais j'ai pas trop compris comment quelque chose peut se former avant qu'il n'y ait rien avant. Oui, alors je suis. Bon, on va pas. C'est pas. Il y a l'univers infini aussi, parce qu'on dit souvent qu'il est en expansion et vous avez souvent dit qu'il était infini dans la conférence. Non, ce que j'ai dit, c'est que beaucoup de gens, bien avant de connaître la notion d'expansion de l'univers, du Big Bang, ont postulé. J'avais parlé d'Épicure et de Giordano Bruno, mais aujourd'hui, il y a peu de gens qui proposent un univers infini parce que le Big Bang est quand même relativement rentré dans les mœurs. En tout cas, il y a un consensus scientifique, on va dire, sur cette chose-là, qui est que l'univers, à cause de son expansion, cette expansion est datée d'un peu moins de 15 milliards d'années. Et à partir du moment où il a un âge, la construction que l'on peut se faire est basée sur de l'observation. Si l'univers a un âge, on va dire 15 milliards d'années, le temps qu'il faut pour que l'information de quelque chose jusqu'à nous puisse parvenir est de 15 milliards d'années. Ça ne peut pas être plus que ça. Et donc, on ne peut pas voir plus loin que la distance que peut parcourir l'information en 15 milliards d'années, c'est-à-dire 15 milliards d'années-lumière. Et donc, il est limité par l'âge qu'il a. Mais pour revenir, peut-être plus intéressante dans le débat que l'on a sur ces affaires créationnisme et de génération spontanée, qui fait que moi, ça me heurte effectivement conceptuellement, cette idée-là. C'est que, exactement comme pour l'homme, où on sent qu'il y a une autre manière de voir les choses, qui est l'évolution progressive, je pense que pour la matière carbonée, c'est la même chose. Le carbone, cet élément carbone, il est formé dans des étoiles, qu'on voit d'ailleurs de temps en temps. Et puis ensuite, il a une trajectoire un peu compliquée. Il fait des liaisons avec de l'hydrogène, du truc, il y a des molécules d'alcool partout, etc. Et puis ça arrive à un moment donné dans un disque de matière, parce que ça se concentre un peu, qui tourne sur lui-même, qui sont des disques de matière qui vont donner naissance à des étoiles et des planètes, dont le nôtre, qui était le disque proto-planétaire, proto-solaire. Et quand on va voir maintenant des comètes ou des astéroïdes, ce qu'on fait maintenant un peu, et qu'on ramène d'ailleurs des échantillons, qu'est-ce qu'on observe? Et j'ai vu ça avec Rosetta d'ailleurs, quand la plupart des scientifiques, ils essayaient de montrer que ce qu'on trouve, c'est ce qu'on trouve partout ailleurs, qu'il y a partout la même chose. Parce que dans nos sociétés, on adore l'unification. On veut qu'à chaque chose, il y ait une seule cause si possible et que cette cause explique l'ensemble. Et on l'a dans tous les domaines, en physique, même physique théorique, on essaie d'unifier toutes les théories, etc. Je pense que l'unification, qui peut être utile quelque part, elle a un gros inconvénient, c'est qu'elle masque justement la richesse de la diversité, comme on dit. Et justement, dans nos affaires cométaires, ce qui est très intéressant, c'est que vraisemblablement, ce matériau-là, il est très riche de carbone, d'oxygène, etc. Et une grande partie de ce que l'on voit peut se retrouver ailleurs. Mais à cause de l'évolution très particulière de notre nuage, parce que le moment où le soleil s'est allumé, ça a irradié effectivement un certain nombre de molécules et ça a créé des excès de ceci, des excès de cela, un peu de chiralité dont on ne va pas parler là, mais enfin des groupements fonctionnels un peu particuliers, qui fait que cette matière-là, carbonée, dans les noyaux cométaires,
ils avaient déjà un certain nombre de propriétés très particulières, très contingentes à ce que ces nuages avaient vécu, au contexte. Et ce sont ces grains-là qui ensuite, pour des raisons qu'on peut expliquer, sont tombés dans ce qu'étaient les océans terrestres. Très tôt, je vous expliquais que maintenant, je suis à peu près convaincu, et je pense de plus en plus de gens sont convaincus que nos océans, ils datent du tout début de l'histoire de la Terre et qui sont restés, grâce à la Lune, permanents jusqu'à aujourd'hui. Mais l'intérêt, c'est pas qu'il y avait de l'eau à l'époque, c'est que l'eau sur Terre, elle avait des particularités aussi, à cause de l'évolution de la Terre, qui avait déjà peut-être des continents qui ont ramené un peu de calcium, un peu de fer, un peu de palladium, un peu de ceci, et que quand vous avez ces grains-là particuliers qui tombent dans une eau particulière, eh bien, il y a des réactions particulières qui vont se faire, genre peut-être une partie va faire des membranes, pas des membranes avec des lipides, mais déjà des membranes qui vont isoler des petits enclos. Et ça, c'est très important parce que si vous n'avez pas des choses qui isolent, l'eau va tout diluer, vous ne pourrez faire aucune réaction un peu pérenne, etc., etc. Et donc, vous avez une succession comme ça, progressive, de réactions qui vont avoir lieu, à chaque fois contingente, en sens où elle est contextuellement adaptable, exactement comme Darwin l'a dit pour le vivant, mais bien avant tout ça, dans la chaîne de l'évolution. Et ça a progressivement pris la forme de ce qu'on appelle le vivant sur Terre, c'est-à-dire d'une forme très particulière d'évolution de la matière organique. Tout à l'heure, je parlais de l'ADN. Quand on regarde le processus de réplication de la biologie contemporaine, enfin que nous dit la biologie contemporaine, avec la double hélice, l'ARN qui la casse, etc. Bon. Qu'il y ait des défauts chaque fois qu'on fabrique des macromolécules, c'est tout à fait, ça peut être très général, parce que des défauts, il y en a tout le temps. Si vous mettez un liquide dans un récipient, vous le faites geler, la manière dont il va geler va dépendre de ce qu'il y a tout autour dans le récipient. Puis si vous c'est allez du avoir plastique, si c'est du verre, par exemple. Oui, et puis il va y avoir des défauts ponctuels, des dislocations, des trucs. Des La physique du poussières, solide travaille là-dessus. d'accord. Bon. Donc, qu'il y ait un effet du contexte sur ça, il n'y a pas que dans le vivant, il y a d'une manière générale. Qu'il y ait donc un code, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une possibilité de duplication de De reproduction du code. reproduction de ces choses-là. Mais maintenant, partant d'une molécule, disons quelconque, dans lequel il y aurait des choses qui se retrouvent. Quand vous faites du polythène, du polyéthylène, vous prenez d'éthylène et puis vous faites des grandes chaînes comme ça, polymérisées. Quand vous le regardez de près, c'est pas partout exactement le truc, il y a des défauts, etc. Et pourtant, on ne va pas dire que le polythène, c'est du vivant. Même si de temps en temps, on dit qu'une étoile, c'est vivant, parce que quand il n'y a plus de carburant, elle meurt, mais c'est idiot. Non. De là à ce qu'est la reproduction dans le vivant, il se passe énormément de choses qui vont conduire en particulier à ce qu'on appelle les ribosomes, on ne va pas rentrer dans les détails, mais les molécules en charge par les protéines de fabriquer non seulement un décodage de tout ça, mais un recodage après, c'est des molécules incroyablement spécifiques. Et pour fabriquer ces molécules, il ne suffit pas simplement de dire, voilà, on met de l'eau, du machin, et on va avoir immédiatement ça. Pourquoi on n'a que 20 acides aminés alors qu'il y en a des centaines qui sont fabriqués dans la nature, et avec une sélection très particulière, en plus avec la chiralité, etc. C'est une chaîne de réactions qui, quand on essaye de comprendre les étapes qui ont conduit à celle-là plutôt qu'à une autre, eh bien, on s'aperçoit que c'est un peu ce que je disais avec la migration, etc. Le processus est général, mais la forme particulière dépend vraiment du contexte. Et on n'a pas tout compris. Et on est très très loin, on est juste en train de rentrer là-dedans. Et on ne sait même pas si les propriétés, il faut les chercher du vivant, il faut les chercher au niveau de la population, au niveau moléculaire lui-même. Bon. Donc on rentre là-dedans, et c'est ça que, quand je dis que le vivant est unique, je dis que cette forme particulière de ce qu'on croit être capable d'expliquer l'ensemble de ce que l'on est, non seulement les mammifères dont nous sommes, mais enfin les formes vivantes, etc. Et ce qui fait qu'on peut mettre une propriété particulière sur un arbre plutôt que sur une pierre. Il faut faire attention à ce qu'on met dedans, mais que pour arriver à cela, on est obligé de faire une succession tellement complexe d'événements fortuits, aléatoires, que la probabilité que ça se retrouve ailleurs chute énormément. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de point d'interrogation au titre de votre livre, Voilà. Seul dans l'univers. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Bonjour. Bonjour. Que pensez-vous des recherches SETI? SETI, parce qu'il y a des recherches, Oui, enfin, il y a des... Je vais dire d'un mot. Alors d'abord,
bon, je redis la question, si tout le monde n'a pas entendu, que penser des recherches SETI, c'est les recherches d'intelligence artificielle à distance, où on essaie de savoir, en captant des ondes qui nous viennent de l'espace, s'il n'y a pas des gens qui essayent actuellement, enfin des intelligences capables actuellement de nous envoyer des messages codés qu'il faudrait, nous aussi, d'ailleurs, les décoder, les interpréter, etc. Donc, c'est une problématique qui est ancienne maintenant, depuis qu'il y a des radiotélescopes, c'est-à-dire, on va dire, depuis la Deuxième Guerre mondiale. On écoute. Il y a des gens qui ont proposé cela, d'essayer d'analyser toutes les ondes qui arrivent comme ça et de voir s'il n'y a pas quelque chose qui est suffisamment anormal, donc pas fortuit et aléatoire, mais quelque chose qui serait structuré et que cette structure correspondrait à une information que quelqu'un nous aurait envoyée. C'est ça les recherches du SETI. Et d'ailleurs, il y a eu dans les années 60 quelque chose qui a été reçu comme ça et qui a été au début interprété comme une intelligence une extraterrestre. intelligence extraterrestre, parce que c'était quelque chose qui était tellement reproduit d'une manière fine qu'on se dit c'est impossible qu'un système inerte, physique, bête, puisse le faire. Et on s'est aperçu que pourtant c'était le cas et que c'était ce qu'on appelle des pulsars. Ce sont des objets qui tournent tellement vite sur eux-mêmes qu'ils envoient un rayonnement très particulier, qu'on appelle un rayonnement synchrotron. Et comme la Tour Eiffel nous envoie un signal comme ça, sauf qu'au lieu d'être de la lumière visible, c'est un autre type de rayonnement. Et que ça peut tourner à différentes vitesses. Et quelquefois, ça tourne tellement vite que ça fait vraiment un truc très saccadé. Bon. Donc, on a expliqué les pulsars, néanmoins, on continue d'écouter. Alors, oui, il y a encore des gens qui... le programme SETI existe toujours. Il est un peu financé quand même par la NASA. Voilà, mais il est un peu financé. Mais à un moment donné, on avait fait en sorte que tous les radiotélescopes, dans leur travail là-dessus, il n'y a pas besoin de se concentrer sur une source, mais d'essayer de se corréler d'écouter. Voilà. Bon. Depuis, donc, ça a un petit peu baissé d'intérêt parce que tous les calculs que l'on fait de probabilité à un moment... Tout ça était basé sur l'idée qu'il y a une chaîne de l'évolution avec une flèche et que non seulement il y a de l'homme, mais qu'au-delà de tout ça, il y a la création d'une société, d'une civilisation technologiquement capable d'envoyer des choses, etc. Bref, que nous, on soit ailleurs. Parce qu'il n'y a absolument rien qui permettrait de dire que toute évolution va conduire nécessairement à ce qu'on appelle de la technologie et à une société même telle que nous. Et on sait qu'actuellement, il y a d'autres sociétés qui peuvent très bien exister, des sociétés... animales, même humaines, animales, végétales, etc., qui n'utilisent pas la technologie au sens où nous, comme forcément quelque chose qui est considéré comme un progrès. Avec lesquels on ne sait pas bien communiquer, et à ce moment-là, la notion même de communication. Bon. Donc, moi, j'ai rien contre le fait que des gens essayent toujours d'analyser ça. D'ailleurs, ça pose surtout la question... je trouve intéressante, indépendamment de la question de savoir pourquoi on pense que ça peut exister. Ça, je pense que c'est encore d'ordre dogmatique, mais ça pose la question de savoir comment identifier quelque chose qui serait créé par une intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'une intelligence non artificielle ne devrait mettre dedans pour que ça ne soit pas pris pour quelque chose d'aléatoire. Mais bon, il n'y a rien de spécial à en dire de plus de mon point de vue. Il y avait une autre question, oui. Alors, je reviens un peu à la biologie. En fait, dans les représentations du buisson du vivant, au centre, il y a un truc qu'on appelle Lucas. Est-ce que vous pensez qu'il y a une forme qui a donné tout le reste, ou c'est vraiment une vue de l'esprit et au fond... Ça marche. Une origine ou pas d'origine? Qu'il y ait à l'essentiel des formes vivantes actuellement ce qu'on appelle un ancêtre commun, ce qui veut dire Lucas, qui n'est pas forcément très ancien d'ailleurs, c'est pas l'apparition du vivant, c'est la source effectivement de toutes les branches à partir duquel le vivant que l'on observe aujourd'hui, se serait différencié avec les trois grandes branches principales. Beaucoup de choses a l'air de la tester. Beaucoup de choses actuellement montrent qu'il y a des choses communes et que souvent des choses qui différencient un tigre d'un éléphant et d'un arbre, on s'aperçoit qu'en fait c'est des toutes petites choses qui permettent de remonter à quelque chose de commun. C'est le premier commun multiple, quelque part. Donc, j'en pense pas plus que ce que les biologistes pensent. Je pense qu'ils ont raison d'essayer de remonter à quelque chose comme ça. Mais ça ne dit pas qu'il y a une origine à la vie, ça. Ça dit que la forme actuelle du vivant tel qu'on peut le comprendre aujourd'hui
amène à une étape qui est une étape effectivement collective, commune. Mais ça ne dit pas comment elle est apparue, ça ne dit pas ce qui l'a fabriquée, on ne sait pas s'il y avait un monde des virus avant ou pas, etc. Donc, Ça ne dit pas la succession de contingences, c'est ça? Oui. En revanche, ce qui est très intéressant, mais tiens, je vais montrer justement celle que je voulais pas montrer tout à l'heure. Je sais pas que je voulais pas, mais pourquoi? Voilà. Quelquefois, je montre des choses comme ça. Pourquoi? Parce que là-dedans, tout le monde reconnaît à peu près tout, d'ailleurs. Vous avez des planètes, vous avez le soleil, vous avez des gens, des oiseaux, des animaux, etc. Et ce que je dis là-dedans, c'est quoi? C'est que ça reflète d'une part précisément la diversité darwinienne, on va mettre, du fait que à partir d'ancêtres communs, que j'ai pas mis là, mais d'un Luca qu'on ne connaît pas, il pourrait y avoir un foisonnement de forces, et on sait qu'il y a une biodiversité ahurissante, des millions d'espèces. Mais on peut très bien remonter en amont de tout ça, et que ce que je mets dans le truc qui est sous le bleu, là, UD, c'est que l'ensemble de la matière que l'on voit, la matière qui nous constitue, nous ici, mais aussi de cette table, de l'eau, l'ensemble des constituants de la matière que l'on voit actuellement dans l'univers, pas forcément de tout l'univers, puisqu'il y a une partie de l'univers qu'on ne voit pas, mais tout l'univers que l'on peut voir, à quelque échelle que ce soit, planète, étoile, vivant, pas vivant, n'est fait que de 4 particules. U et D, c'est ce qu'on appelle des quarks, il y a 2 quarks et 2 leptons, peu importe le nom. Et c'est effectivement l'évolution par contingence des contextes qui a fabriqué, à partir de ces 4 particules, la diversité de tout ce que l'on voit. Donc tout ça, c'est pour dire que tout va dépendre, quand on va remonter comme ça dans le temps à ce que sont les origines, jusqu'où on veut aller. Parce que même l'origine d'un enfant, on va tous les débats sur les fœtus, mais même sur les spermatozoïdes et les ovaires, il y a des choses, et sur l'ADN même, il y a des molécules qui eux-mêmes ont, etc. À quel moment on s'arrête dans la remontée? Et on s'aperçoit qu'en remontant comme ça, la notion d'origine elle-même ne veut pas dire grand-chose. Parce que bien sûr, les 2 quarks-là, il a fallu les former aussi. Ils ont été formés à partir d'autre chose, et c'est même une certaine conception de la physique actuelle qui met des particules derrière tout ça. Et bon. Donc c'est ça que je trouve important maintenant, c'est qu'on arrive à essayer de mettre en exergue les raisons de la différence, des différences entre nous tous, plus que le fait qu'il y a des groupements. Et juste, il y a un philosophe qui s'appelle François Julien, avec 2 L, qui vit toujours. C'est un contemporain, qui a sorti un petit bouquin que j'aime énormément, que j'ai lu après avoir écrit le mien, mais il recouvre... C'est un monsieur qui, pendant 20 ans, c'est un philosophe, a travaillé sur la philosophie grecque. J'aime pas, comme je vous ai dit, résumer les choses, mais bon. Et il a montré comment une grande partie de notre mode de pensée, dit occidental, est issue effectivement de préceptes de cette philosophie, dont les choses dont j'ai parlé, l'unification. Moi, je rajoute souvent le binarisme, pourquoi on aime la binarité, le bien, le mal, le vivant, le pas vivant, etc. Et puis après ces 20 ans de philosophie grecque, il a épousé une chinoise et il s'est fait 20 ans de philosophie chinoise. Et c'est absolument passionnant parce qu'il regroupe tout ça et il dit il faut qu'on prenne la mesure du fait que notre mode de pensée, il n'a rien d'universel. Les Chinois ne pensent pas de la même manière. Et quand il dit les Chinois, c'est même moi, je résume, mais c'est un mot un peu générique pour dire qu'il y a d'autres modes de pensée. Nous, on globalise le vivant, l'inerte, le truc, le machin. C'est ça qui compte. Il dit pour les Chinois, il n'y a pas les globalisations comme ça. La seule chose qui compte, c'est le processus, c'est les transitions. D'ailleurs, son bouquin s'appelle « Les transformations silencieuses ». Je vous conseille de le récupérer, ce petit livre. Alors, il ne parle pas de biologie et de tout ce que j'ai parlé là, mais il dit des choses essentielles. C'est un tout petit livre, mais qui vaut vraiment la peine, sur le fait que ce qui compte, c'est précisément la transition permanente. Ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos de la conception que j'ai du vivant, c'est ça. C'est qu'il y a du carbone qui progressivement, et le progressivement veut dire qu'il y a eu à chaque moment des événements qui ont favorisé une orientation plutôt qu'une autre. Il y a eu des transitions, des transformations, effectivement. Chaque fois que vous avez A plus B donne C plus D, vous pouvez dire qu'avant la réaction, il n'y avait pas C, il a fallu qu'il y ait une réaction A plus B donne C plus. Mais il n'y a aucun C particulier qui peut vous dire après, je vais l'appeler vivant et l'autre pas. C'est pourquoi cette notion de continuum de transformation, je trouve très intéressant. Et ça, si on accepte ça, on arrive à l'idée qu'effectivement, la notion d'origine ne veut pas dire grand-chose, qu'il n'y a pas une émergence soudaine, et que parce qu'il n'y a pas une forme générique qui prendrait, ou un principe générique qui prendrait des formes différentes,
ça n'a pas de sens de chercher ailleurs de la vie sous d'autres formes, avec d'autres ingrédients, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres évolutions. Au contraire, toutes les évolutions existent, a priori, du carbone, tellement il se prête à un tas de choses. Donc, au lieu de former des ribosomes et les protéines avec ça, il y a d'autres choses qui sont formées, et ça va fabriquer d'autres choses. Mais de mon point de vue, on n'a aucune raison d'appeler ça le vivant. La raison pour laquelle on appelle ça le vivant, c'est je vous dis, une pesanteur très liée à notre propre passé sociétal depuis 2 millénaires, qui impose de voir la différence entre le vivant et le non-vivant avec une certaine connotation. Et je pense qu'on va être dans un moment où il va falloir dépasser cette notion. Y aurait-il une autre question? Oui. Il y a un monsieur là. Du coup, j'ai eu l'occasion de rencontrer Hubert Reeves au Festival de Florence et d'écouter ses conférences. Et cette notion poétique, mais peut-être aussi scientifique, nous sommes de la poussière d'étoiles. Qu'est-ce que ça vous évoque? Que du bien. D'abord, Hubert Reeves, je peux vous dire, on est très proches. Hein. C'est un monsieur que je vois très souvent, qui va pas très bien d'ailleurs en ce moment, mais on échange énormément. Et une partie de la construction de ce livre, d'ailleurs, je le dois aux échanges que j'ai avec lui, parce qu'en fait, sur cette question du vivant, on diverge un peu. Poussière d'étoiles, c'est très intéressant. C'est pas que de lui, hein. Sagan en avait parlé aussi. C'est cette idée que tous les atomes qui nous constituent ont été faits dans des étoiles avant que le système solaire ne se forme, et qu'ensuite c'est l'évolution de notre propre système qui a fait qu'il y a eu des combinaisons de Jusque-là, vous êtes d'accord avec lui? Mais là, on est complètement d'accord là-dessus. La notion de poussière d'étoile, elle est très riche, très, très, très forte, parce qu'elle donne... elle donne quelque chose d'essentiel qui est notre histoire plonge ses racines dans l'histoire de l'univers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier notre propre histoire, même individuelle, de celle qui a fabriqué tous les constituants. Ce qui est très étonnant d'ailleurs, c'est que notre âge, on parle souvent de notre âge, on a chacun un âge, mais tout dépend de ce qu'on regarde comme âge. Si c'est l'âge de notre ADN, notre ADN il s'est formé pas mal de temps avant. Si c'est l'âge des atomes qui nous constituent, c'est encore plus vieux. Ça a 5 milliards d'années. Si c'est l'âge de l'hydrogène qui nous constitue, on est fait surtout d'atomes d'hydrogène. Les atomes d'hydrogène, c'est les premiers atomes qui sont formés dans l'univers. Ils ont pas de 15 milliards d'années. On a tous le même âge. On a tous le même âge du point de vue de l'hydrogène. Donc même cette notion d'âge liée à cette notion d'origine. Donc là-dessus, il n'y a pas de... On est totalement d'accord. Enfin, j'ai appris de lui tout ça. Hein. Donc mais lui n'est pas d'accord pour dire que les étoiles sont du vivant. Non. Alors, bon, mais... Ça m'embête de parler comme ça de ce qu'il faudra lui demander. Mais non, sur cette idée que la notion de vivant elle-même, il faille la dépasser et que je pense qu'on n'est pas entièrement d'accord. Si vous voulez, en physique, si je peux juste... Cette notion de dépassement d'une notion qui a été incroyablement opérationnelle, elle existe en physique et dans d'autres domaines, hein, en biologie aussi. Le vivant, je vous ai dit, c'est une notion qui existait dans l'Antiquité, qui a été très utilisée. Et quand vous voyez ce que Darwin a été capable de pondre comme théorie là-dessus, mais c'est prodigieux. Et il a fait sa théorie un siècle avant qu'on sache qu'il y a des gènes et qu'il y a de la biologie, tout simplement. Bon. Donc c'est remarquable. En physique, on a eu aussi quelque chose un peu équivalent. Quand Newton se permet de dire c'est la même force qui fait tomber la pomme et tourner la Lune, après ce que j'ai dit de Galilée tout à l'heure, j'ai dit ce mec est quand même prodigieux, il est génial. Il en a même formalisé la théorie de la gravité dite universelle, entre autres avec ce que je vous avais dit de Galilée, qui a vu que ça tournait autour de Saturne. Et donc, c'est merveilleux. Et Rutherford, 2 siècles après, a dit la même chose à propos des électrons qui tournent autour des protons dans les atomes. Ils tournent et il y a une force, et au lieu que ça soit une force qui fait intervenir les masses, ça fait intervenir les charges. Bon, très bien. Et puis, ça a fonctionné comme ça jusqu'à il y a très peu de temps. On enseigne encore la notion de force jusqu'au jour où les gens se sont dit mais c'est quand même de la magie noire ce truc-là. Comment la pomme, elle sait qu'il y a la Terre? Comment l'électron, il sait qu'il y a le proton? Pourquoi il tourne autour? Il faut bien qu'il y ait de l'information qui passe. Donc s'il y a de l'information, il y a quelque chose d'autre. Alors pour la gravité, Einstein avait répondu
L'information, elle est simple, c'est que toute masse modifie l'environnement, tout proche, hein, par la courbure de l'espace proche, etc. Donc les particules ne font que suivre le plus court chemin. Bon, très bien. Mais pour les autres particules, pour les autres forces, les 3 autres forces, c'était compliqué. Et c'est comme ça qu'est né, il y a très peu de temps, hein, il y a 30 ans, un peu plus maintenant, la notion de boson. C'est qu'il faut qu'il y ait de l'information qui passe, et cette information, elle est portée par des particules, qu'on appelle des bosons, qui ne sont là que pour porter l'information de l'une vers l'autre. Si l'électron tourne autour du proton, c'est qu'en permanence, il sait qu'ils sont là parce qu'il y a une particule qui porte l'information. À tel point que pour les autres forces, les bosons ont été proposés et prédits dans leur particularité, quelle masse, quelle énergie, avant même d'avoir été trouvés. Et ils ont été trouvés au CERN en particulier. Bon. Donc, en principe, on devrait plus enseigner la notion de force en tant que telle, pour ce qu'elle implique de magie, mais de particules d'information, etc. Bon, d'interaction. On continue et c'est pas un drame du tout. Mais je pense que pour le vivant, c'est un peu pareil. Introduire le vivant avec la notion de forme de vivant, de propriété du vivant, etc., ça induit nécessairement l'idée de l'émergence d'une propriété unique, et il est très difficile d'éviter de revenir à une création ex nihilo d'une propriété. On va prendre une dernière question. Oui, vous avez le micro, monsieur. En vous écoutant, j'ai pas pu m'empêcher de penser à Francisco Varela ou même à la critique de l'idémorphisme de Simondon. Est-ce que ce sont des penseurs qui vous ont inspiré ou... Non, je dois dire avec très grande humilité que non, non pas parce que vraiment par méconnaissance. Je suis arrivé il n'y a pas si longtemps que ça dans ces préoccupations-là, et donc quand j'ai vu la somme de ce qu'il fallait que je lise, donc j'ai lu, voilà. Peut-être que la plus grande frustration qu'on a tous, c'est ça, c'est d'aller dans une librairie, quoi. C'est d'aller voir le nombre de trucs qu'on aurait adoré lire et qu'on ne lira pas. Donc ils en font partie. Et sinon, mais je le regrette, mais je vais le faire, je vais les noter. Sinon, Camille Flammarion n'aurait pas été d'accord avec vous. Pardon, Camille Flammarion n'aurait pas été d'accord avec vous. Ah, ça c'est certain. C'est certain, mais je ne lui jette pas la pierre. La fin du 19e siècle, on savait tellement peu de choses que la volonté qu'on avait d'essayer d'extrapoler ce qu'on connaissait au reste du monde sur la base de dogmes était très tenace, sans même... Donc lui, je lui en veux pas. J'en veux à d'autres qui ont dit d'autres bêtises qui ont été plus dramatiques sur l'histoire du vivant. Flammarion, qui a proposé qu'il y ait de la vie partout, à nouveau, ça faisait 3 siècles que les gens le disaient. Il l'a dit d'une manière un peu différente, mais... Non, ce qui n'est pas très raisonnable, c'est qu'à cette époque-là, on commençait à faire des images, entre autres de Mars. Et vous savez que donc c'est Schiaparelli, le premier qui a fait des images avec son télescope en Italie, où il voyait, sur les images qu'il avait, il voyait des traînées comme ça, sombres. Et il a eu le tort, si on peut dire, de les appeler du mot italien, canaux, qui se dit canali. Mais les canali en italien, ça ne veut pas dire des canaux au sens un canal fabriqué par l'homme. Ça peut être des structures parfaitement naturelles. Donc il n'a pas, lui, imposé l'idée qu'il y a des canaux fabriqués par l'homme ou pas d'ailleurs, enfin des martiens, on va dire, à la surface de Mars. Mais c'est ce qu'on a cru. C'est ce que certains ont entretenu comme idée, dont d'ailleurs Camille Flammarion. Parce que chez nous, le dogme était tellement tenace qu'il doit y avoir des extraterrestres que Flammarion a dit, ben voilà, ce qu'a vu. Mais lui, il a dit que ça, pas plus que ça. Mais il se trouve qu'il y a un monsieur qui s'appelle Lowell, aux États-Unis, en Arizona, qui a pris ça pour argent comptant et qui a même rajouté une idée. Il a dit, ce truc-là, non seulement c'est des canaux fabriqués par les Martiens, mais c'est des canaux qui sont fabriqués par les Martiens qui habitent près de l'équateur pour des raisons climatiques et qui se récupèrent la glace des pôles à travers ces canaux-là. Et il a eu pour ça tellement d'argent qu'il a fait construire le plus grand des domaines de télescopes de l'époque, qui existe encore. C'est pas le plus grand maintenant, mais en Arizona, il y a toujours les télescopes qu'il a construits sur cette base-là. Merci beaucoup, Jean-Pierre Hubring. Si vous voulez poursuivre cette réflexion, il y a une dédicace qui suit cette séance, donc de ce dernier ouvrage, Seul dans l'univers, sans point d'interrogation, de la diversité des mondes à l'unicité de la vie. On parlera ce vendredi ici même de 2 autres missions spatiales qui peut-être vous intéresseront. DART qui vient de s'achever, la mission de la NASA qui est allée percuter un astéroïde, et HERA, la future mission européenne qui va aller voir sur place ce que ça a donné, cette collision. Et pour ce qui concerne le cycle de la vie selon, le prochain rendez-vous est le 8 novembre avec Jean-Philippe Usan, qui est lui aussi astrophysicien et qui développera des idées un peu différentes
mais non moins intéressante. Merci à tous et bonne soirée.